Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, nous vous proposons de suivre en direct l'audition du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur qui est donc auditionné cet après-midi par la Commission des lois du Sénat dans le cadre de la mission d'information sur les moyens d'action et les méthodes d'intervention de la police et de la gendarmerie. On le sait, les événements récents ont suscité un questionnement, voire la polémique sur certaines méthodes d'interpellation utilisées par les forces de l'ordre. Certaines associations et collectifs dénoncent les violences policières. De leur côté, les syndicats de police, eux, réclament plus de soutien. Dans ce contexte, le 16 juin dernier, la Commission des lois du Sénat a décidé de créer cette mission d'information. 2 rapporteurs ont été nommés. Il s'agit de Catherine Di Folco, sénatrice Les Républicains du Rhône, et Maryse Carrère, sénatrice RDSE des Hautes-Pyrénées. L'objectif de cette mission d'information du Sénat, tout d'abord, c'est d'examiner l'évolution des moyens de la police et de la gendarmerie. C'est aussi d'évaluer les méthodes enseignées dans les écoles et dans les centres de formation. Il s'agit aussi d'évaluer les instructions qui sont données par la hiérarchie et puis aussi la conduite des opérations qui sont menées, tout en tenant compte bien sûr de la difficulté et des risques de ces missions. Christophe Castaner est donc la première personnalité auditionnée par cette mission d'information. Ensuite, plusieurs personnalités seront entendues également au cours des prochaines semaines. Il s'agit du directeur général de la police nationale la semaine prochaine. Il y aura également les inspections générales de la police et de la gendarmerie, les représentants syndicaux et puis les sénateurs se rendront également dans les centres de formation afin d'évaluer les techniques d'interpellation et de recours à la force qui y sont enseigner. Sur ces sujets, sur ces moyens d'action et d'intervention, la Commission des lois souligne qu'en toutes circonstances, elles doivent être proportionnées à la situation. Elles doivent également éviter de mettre en danger les personnes qui sont interpellées ainsi que les membres des forces de l'ordre. La Commission des lois constate par ailleurs que la police et la gendarmerie sont souvent démunies face aux rapports et aux risques que représente leur mission. En cause, les moyens matériels qui sont à leur disposition et qui ne sont plus à niveau. Je pense que d'ici quelques instants, nous allons pouvoir suivre en direct cette audition de Christophe Castaner. On se retrouve tout à l'heure. Sur fond de délinquance d'un niveau toujours très élevé, il faut bien le dire. Les Français ont rendu semaine après semaine et même jour après jour hommage chaque soir aux soignants en les applaudissant. Et je crois qu'ils peuvent aussi rendre hommage à la police et à la gendarmerie républicaine, parce que policiers et gendarmes exposent eux aussi, jour après jour, leur propre vie pour sauver d'autres vies et assurer la sécurité des Français. Ils savent retenir l'usage de la force et la mettre en œuvre à bon escient, de manière maîtrisée et avec la préoccupation constante de la sécurité de celles et ceux sur lesquels la contrainte de force est exercée, comme bien sûr de leur propre sécurité, qui est un aspect, sans doute, Monsieur le Ministre, essentiel de la question. Cette action de la force publique ne va pas sans risque, bien sûr, pour ceux qui la mettent en œuvre. La première chose à dire, c'est que ce qui est systémique, pour reprendre le vocabulaire à la mode, dans l'action des forces républicaines de sécurité, c'est le respect du droit dans l'usage de la force. C'est le respect des règles d'intervention et c'est le respect des personnes sans distinction d'origine. C'est ainsi que le droit en a décidé dans notre République et c'est aussi la pratique et elle est organisée par l'exercice de contrôles internes et externes et sous l'autorité de la hiérarchie de nos forces de sécurité. Ces contrôles doivent naturellement déboucher sur des sanctions sévères en cas de manquement, cela va de soi, mais il est bon de le rappeler. C'est une exigence qui tient à la préservation de l'honneur de nos forces de sécurité. Elles-mêmes y sont attachées. Les polémiques récentes qui ont émergé dans le débat public sur l'usage de la force par les policiers et les gendarmes et un certain nombre de prises de position, y compris au sein de votre ministère, suscite une certaine inquiétude, non seulement parmi les forces de l'ordre, mais aussi parmi nos concitoyens. Les forces de sécurité ont subi 2 types de mise en cause. Elles ont été accusées de racisme, elles ont été accusées de violence.
Ces accusations relèvent de l'agrégation d'éléments qui n'ont en réalité aucun lien direct entre eux, mais qui sont pourtant présentés comme tels par certains. Il y a eu un mouvement outre-Atlantique qui s'inscrit dans un contexte qui n'est pas celui de notre pays, celui d'une Amérique dans laquelle la conquête des droits civiques des citoyens appartenant à des minorités n'est pas définitivement acquise. Tout autre est, à l'évidence, la situation de notre pays, car en France, l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur origine, a été proclamée il y a 231 ans et se trouve pleinement garantie par la loi et par la justice. Ça n'a pas empêché certains de s'appuyer sur ce contexte étranger pour porter des accusations lourdes et démoralisantes à l'égard des forces de l'ordre, accusées par principe d'un comportement discriminatoire envers certains de nos concitoyens. Il y a eu aussi des procédures judiciaires. Elles sont en cours, elles concernent le décès de personnes qui s'étaient opposées à leur interpellation, sur lesquelles il est important que la justice, bien sûr, fasse toute la lumière et qui font l'objet d'une bataille de procédure entre experts, diligentée par le juge ou mandatée au service de la cause de certaines des parties par le recours à des expertises provoquées par leurs avocats. Tout ceci a été largement médiatisé. Il y a eu enfin des rixes entre bandes rivales qui exerçaient entre elles une sorte de justice ethnique et à l'occasion desquelles on a pu juger trop timide, cette fois, l'action des forces de l'ordre. Une semaine avant, elles étaient mises en accusation pour un excès de zèle, et la semaine suivante, on leur reprochait de ne pas être assez présentes. Je dois dire que ces polémiques, ces troubles, dont la France a le secret, n'ont rien fait pour créer dans la police et la gendarmerie le climat de sérénité et d'approbation de leur action dont elles ont nécessairement besoin. J'ai dit tout à l'heure que si les dérives individuelles sont intolérables et doivent être condamnées, elles ne doivent pas pour autant conduire à une remise en cause immédiate et irréfléchie des conditions d'intervention de nos forces de sécurité intérieure. Celles-ci sont autorisées à recourir à la force à des fins de préservation de l'ordre public ou de poursuite des infractions. Il faut, en démocratie, qu'elles puissent le faire. Vous avez vous-même prestement réagi à un cas particulier en annonçant publiquement la fin du recours pour tous à la technique dite de l'étranglement. Évidemment, les mots font peur, autant sinon plus que la réalité. Puis vous êtes revenu quelques jours plus tard sur vos propos, sans doute pour les préciser, mais la polémique qui s'est ensuivie doit tous nous inciter à la prudence. Cette audition, Monsieur le ministre, qui devra se terminer avant 16 heures, portera sur un certain nombre de questions. J'ai essayé de les aborder dans ce propos liminaire, mais au fond, nous souhaitons savoir comment garantir que l'évolution de certaines techniques ou méthodes d'intervention et d'interpellation, voire de certaines armes, ne conduisent à démunir nos forces de sécurité intérieure des instruments indispensables à l'exercice de leur mission, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, tant pour les personnes interpellées que pour eux-mêmes. Je vous cède la parole, et puis je la donnerai à nos deux missionnaires et à ceux ou celles de nos collègues qui souhaiteront la prendre. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur. Au cœur de notre pacte républicain se trouve la sécurité. Et vous l'avez rappelé, je me rappellerai sans cesse et toujours, les forces de l'ordre, quotidiennement, accomplissent un travail exceptionnel. Elles combattent le terrorisme, la délinquance et les trafics. Et elles sont au fond les garants de ce qui est notre bien le plus précieux. Ici au Sénat, on sait l'importance de cela, c'est l'ordre républicain. Et avant toute chose, et dans un moment où, vous l'avez dit, tous les amalgames semblent possibles,
et tous les raccourcis sont permis, et j'aimerais qu'on n'en fasse pas trop non plus à l'égard du ministère de l'Intérieur, je veux commencer par leur rendre hommage. Policiers et gendarmes sont bel et bien ces héros du quotidien. Ils répondent présents et protègent les Français à chaque instant. Et donc c'est donc notre rôle, notre devoir de les défendre et de leur donner des moyens d'agir. Vous connaissez, mesdames et messieurs les sénateurs, les conditions difficiles dans lesquelles beaucoup des forces de l'ordre exercent. Les coupes claires des années 2007-2012 de la RGPP ont durablement pénalisé nos forces de sécurité intérieure. Alors, dès le début du mandat, nous n'avons eu qu'une seule volonté, une volonté revendiquée, posée, portée par le Président de la République, celle de rendre aux forces de l'ordre les moyens de leur action. Depuis 2017, la priorité du gouvernement donnée à la sécurité s'est donc traduite par une hausse inédite du budget de la sécurité de plus d'1 milliard d'euros. À ce renforcement des moyens budgétaires s'ajoute un effort conséquent en matière de ressources humaines, car on sait bien que les femmes et les hommes sont les ressources les plus précieuses de notre police et de notre gendarmerie. Ils ont besoin d'être équipés, mais ils ont besoin d'être présents physiquement parce que la sécurité a besoin de femmes et d'hommes. Il nous faut renforcer leurs moyens d'intervention et ça passe aussi par cette augmentation des effectifs. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais il faut avoir en tête que 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, ce sont autant de policiers et gendarmes pour combattre la délinquance, pour protéger nos frontières, pour effectuer des missions de renseignement ou pour maintenir l'ordre, compte tenu de toutes les évolutions, vous en avez évoqué quelques-unes, Monsieur le Président, que connaît notre délinquance et les menaces qui pèsent sur notre pays. Il faut avoir en tête que cette montée en puissance des effectifs s'est accompagnée aussi d'un changement de méthode, celui porté par la police de sécurité du quotidien. C'est-à-dire rendre à nos forces de l'ordre leur vocation en les plaçant sur le terrain, directement en contact avec les populations. La police de sécurité du quotidien, c'est aussi, et c'est non négligeable, et je sais le lien qui existe entre le Sénat et les collectivités locales, c'est la police du partenariat, où chaque acteur travaille ensemble et forme un continuum de sécurité, notamment avec les polices municipales. Et je ne doute pas que nous ayons l'occasion, avec Laurent Nunez, dans le cadre de nos travaux sur le livre blanc pour la sécurité intérieure, de voir toute l'importance de ce continuum de sécurité. Je veux aussi vous dire que cette réforme a été bâtie avec les représentants des forces, car nous pensons que c'est avec elles que nous devons bâtir les révolutions, quand il faut des révolutions, et surtout les évolutions de leur engagement. Par ailleurs, nous avons créé des dispositifs comme les quartiers de reconquête républicaine, 47 quartiers de reconquête républicaine, dans lesquels entre 10 et 35 effectifs de police ou de gendarmerie supplémentaires sont dans la rue pour combattre les trafics et affirmer la présence de l'État. Donner les moyens à nos forces de l'ordre, c'est également les faire travailler dans des locaux dignes de ce nom. Le plan de rénovation immobilière 2018-2020 de la police et de la gendarmerie se déploie encore cette année et ce sont 900 millions d'euros qui ont été investis. Ce sont des investissements ciblés qui ont visé des casernes et des commissariats et qui en avaient particulièrement besoin. 900 millions d'euros, c'est beaucoup, mais ça n'est pas assez. Mais c'est beaucoup plus que ce que nous avions connu sur les 10 années qui précèdent l'engagement que j'évoque. Parallèlement, le renouvellement du parc automobile se poursuit, avec l'acquisition de 5 334 véhicules par an en moyenne depuis 2017 à 2020. C'est 31% d'augmentation en matière d'acquisition de véhicules que ce que nous avions connu sous le mandat précédent. Mais donner les moyens matériels à nos forces, c'est une chose, mais nous devions aussi durablement améliorer leurs conditions de travail et mener des réformes qui attendaient depuis trop longtemps. Je commençais par évoquer le salaire des gardiens de la paix, des gradés de la police et des sous-officiers de gendarmerie. Depuis 2017, leur rémunération a considérablement augmenté. Les effets du protocole PPCR se sont fait sentir et le protocole que j'ai négocié du 19 décembre 2018 a permis des augmentations supplémentaires l'année dernière en moyenne pour ces agents CEA ou sous-officiers entre 120 et 150 euros net par mois. C'est important aussi, et je tiens à le préciser. J'ai échangé le week-end dernier avec un major RULP qui me disait que pour lui, c'était 165 euros net d'augmentation mensuelle. Donc évidemment, tout ça a un coût, et nous reviendrons, je n'en doute pas, dans nos échanges sur le titre 2 et le hors-titre 2, mais je ne voudrais pas, dans mon propos liminaire, être trop technique. Je veux aussi vous dire qu'avec Laurent Nunez, nous nous sommes saisis de la question des heures supplémentaires et des cycles horaires. Il s'agissait de 2 dossiers qui avaient trop attendu et qui handicapaient le bon fonctionnement de la police nationale. Les cycles horaires, on le sait, étaient éprouvants pour nos agents et rendaient difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Nous avons souhaité prendre ce sujet de front. Et au fond, je dois vous le dire, le facteur déclenchant de ce combat que j'ai porté
c'est la question du suicide dans la police et dans la gendarmerie. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, il m'arrivait régulièrement de recevoir un texto le matin me disant que telle femme, tel homme de nos forces s'était suicidé. Et toujours, on m'expliquait que c'était pour des raisons familiales. C'est très souvent pour des raisons familiales. Le facteur déclenchant est presque toujours une raison familiale. Mais la réalité de ce qui pousse au suicide, c'est un système global. Un système où, avant que nous réformions les cycles horaires, il était normal de dire à un policier qu'il pouvait avoir un week-end tous les 6 week-ends, un mercredi tous les 6 mercredis. J'ai fait en sorte, dans une réforme négociée avec les organisations syndicales, que dans les nouveaux rythmes scolaires, il puisse avoir un week-end de 3 jours toutes les 2 semaines, un mercredi toutes les 2 semaines. Parce qu'effectivement, il est indispensable qu'on puisse avoir un cadre qui, certes, permette de s'engager 24 heures sur 24, et on sait combien il est difficile d'organiser le temps de travail quand nous devons être présents partout, à tout instant, et en même temps concilier cette dimension, cette exigence que nous devons porter de vie privée. Et donc cette expérimentation que nous avons lancée permet de porter cette ambition, et nous l'élargissons aujourd'hui de la même façon. Les heures supplémentaires, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. J'avais dit aux organisations syndicales, quand j'ai pris mes responsabilités, que je m'attaquerais à ce sujet. Certaines heures supplémentaires dataient de 2005 et elles ont explosé en 2015 du fait de l'hypermobilisation de nos forces. Et Monsieur le Président, vous avez évoqué certaines de ces raisons de mobilisation, et en particulier la lutte contre le terrorisme, qui fait que cette dette ne cessait d'augmenter. Je m'y suis attaqué doublement. Je m'y suis attaqué parce que je considère que c'est une dette vis-à-vis des policiers, que c'est une charge insoutenable pour l'avenir de notre budget aussi, qui crée un risque de rupture opérationnelle majeure. Il arrive que des policiers puissent partir 6 ans, 7 ans, 8 ans avant l'échéance de la retraite pour rattraper ces heures supplémentaires. Ils restent dans nos effectifs, mais évidemment, ils récupèrent ces heures et c'est légitime qu'ils le fassent. Dès la fin 2019, nous avons mobilisé 45 millions d'euros au profit de 31 000 policiers pour payer une part de cette dette supplémentaire. Mais non seulement nous avons fait en sorte de payer une part de cette dette, et c'est une première, je le redis, sur des dettes qui datent de 2005, mais nous avons prévu dans le budget de 2020, nous sommes en 2020, la possibilité d'assumer le paiement des heures supplémentaires dont nous savions qu'elles seraient créées. C'est une première. 26,5 millions d'euros pour le règlement des heures supplémentaires a été voté dans le budget. Ça n'avait jamais été fait. C'est existé pour les CRS et nous avons prévu 23 millions d'euros. Nous avons maintenu le dispositif qui existait, mais nous avons créé un dispositif sur le paiement des heures supplémentaires. Tout cela, ce sont aussi, vous vous en doutez bien, les conditions de travail sur lesquelles vous m'interrogez. Je veux vraiment insister sur le fait que ces décisions sont prises en concertation avec les organisations syndicales et qu'elles ont fait preuve d'une grande détermination pour les réussir. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais sur l'ambition, sur l'exigence et sur ce que nous devons, évidemment, nous nous retrouvons. Pour la gendarmerie, plusieurs mesures avaient été décidées, ont été complétées par les mesures du protocole de décembre 2018. C'est 91 millions d'euros en 2020, soit une augmentation concrète pour tous les officiers d'au moins 100 euros net par mois. Ces réformes, ces moyens ont un seul but, c'est l'engagement de nos forces et les accompagner. C'est le fait d'atteindre avec eux cet objectif que nous devons porter. Ces moyens sont importants, on peut s'en réjouir, mais une chose est sûre, c'est qu'on voit bien, qu'ils ne suffisent pas, et que le contexte récent des violences qu'ils subissent et contre lesquelles ils doivent faire face, je parle de nos forces de sécurité intérieure, justifie que nous poursuivions cet effort. Ce que je sais, pour les rencontrer souvent, c'est qu'être policier, être gendarme, c'est accepter des contraintes pour venir en aide, pour nous défendre, pour nous protéger. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les manifestations sont de plus en plus violentes. Ça ne remonte pas au phénomène des Gilets jaunes. Chacun a en tête les manifestations de la loi El Khomri. Chacun a en tête ce 1er mai 2016 avec ce CRS en flammes atteint par un cocktail Molotov. Chacun a en tête que ce n'est pas un phénomène seulement français. J'ai échangé hier soir avec mon homologue Horst Seehofer, le ministre allemand de l'Intérieur, et nous parlions des émeutes très violentes qui ont eu lieu à Stuttgart il y a quelques jours, mais aussi du fait que les attaques contre les policiers ont augmenté de 46% en Allemagne l'année dernière. Ce phénomène est mondial, et donc nous devons aussi intégrer cela et nous réarmer sur ce sujet-là. Et puis, vous l'avez rappelé, policiers et gendarmes sont toujours là. Ils font face. Vous avez rappelé le confinement, qui était un moment d'intervention différent, avec une forte baisse du phénomène délinquentiel, mais en même temps une présence et une peur
Une peur que les policiers, les gendarmes avaient comme tout citoyen, et pourtant, ils ont fait face, ils ont été présents et ils font cela quotidiennement. Le tout dans ce contexte où nos forces de l'ordre sont régulièrement agressées, insultées, prises pour cible, et je refuse que ces atteintes à l'uniforme, à ces garants de l'ordre républicain se banalisent, et je les condamne, comme vous, avec la plus grande fermeté. Depuis la première seconde, j'ai défendu l'honneur des policiers et des gendarmes, et je continuerai à le faire à chaque instant. J'ai en tête qu'on me l'a beaucoup reproché. Et je sais aussi qu'on peut avoir une mémoire courte, on peut négliger le fait de la semaine d'avant, mais la réalité, c'est ce combat constant à leur côté que nous leur devons, comme tout ministre de l'Intérieur. Mais dans le contexte que nous connaissons, nous leur devons et je leur dois plus encore. Lors des dernières semaines, et je dirais même lors des derniers mois, on a vu des confusions et des amalgames, des combats et des causes nobles qui ont été dévoyés par des militants qui ne veulent qu'une chose, c'est faire vaciller la République. Comme je l'ai rappelé le 8 juin dernier, seuls les policiers et les gendarmes sont fondés à faire un usage légitime de la force. Ils sont seuls à être fondés à défendre l'ordre républicain. Alors je le dis c'est l'essence même de leur mission. Ils doivent l'accomplir évidemment avec proportionnalité, discernement, exemplarité, mais ils doivent pouvoir l'accomplir sans peur, sans crainte, car on ne doit pas être inquiété pour avoir accompli son devoir dans le respect des règles. Après le décès de Cédric Chouviat, et pas, Monsieur le Président, en ayant, je vous cite, prestement réagi à la suite d'un cas particulier, après le décès de Cédric Chouviat, au mois de janvier, j'ai demandé à ce que soit lancé un groupe de travail conjoint entre la police et la gendarmerie pour passer en revue les techniques d'interpellation. À l'issue de ces travaux, et estimant la méthode comme dangereuse, le directeur général de la police nationale m'a proposé de surseoir à l'enseignement de l'étranglement. D'ailleurs, elle n'est plus enseignée depuis le début des années 2000 dans la gendarmerie nationale, ni dans l'administration pénitentiaire. Et donc, en conséquence, avec Laurent Nunez, nous avons décidé de mettre fin à son enseignement. Nous avons également, et il n'y a pas eu d'évolution ni de rétropédalage, demandé à un nouveau groupe de travail de faire des propositions très vite, d'ici le 1er septembre, pour trouver des alternatives à cette méthode. Je suis convaincu aussi que nous devrons faire monter en puissance la formation continue des policiers et gendarmes sur la voie publique. Et c'est pour ça que j'ai décidé que les policiers et gendarmes devraient désormais suivre un nombre d'heures annuelles minimal de formation aux techniques d'intervention, sans quoi ils ne pourraient plus exercer sur la voie publique. Je souhaite également que les policiers puissent être protégés dans leur action. J'ai demandé au directeur général de la police nationale, le 8 juin aussi, de me faire des propositions pour renforcer la protection juridique des policiers. Plusieurs pistes sont sur la table pour faciliter leur démarche et mieux les accompagner. Et nous tenons avec Laurent Nunez à ce que ce dossier puisse aboutir rapidement. Je veux également, franchement, aborder la question des images. Et je nous invite, et je voudrais que cette commission nous aide à ouvrir ce débat. Il existe aujourd'hui une forte asymétrie des images et l'usage que l'on a eu à en faire nos policiers et nos gendarmes, qui aujourd'hui les subissent et ne peuvent effectivement les utiliser pour se défendre. Aujourd'hui, le détournement de très nombreuses images fait porter une responsabilité détournée sur nos policiers et sur nos gendarmes. Chacun peut les filmer, chacun peut couper les vidéos à leur guise pour leur faire dire ce que bon lui semble et les jeter en pâture sur les réseaux sociaux. Et nos forces de l'ordre, qui sont dépositaires de l'autorité publique, ne sont pas, elles, en mesure de prouver leur bonne foi et d'établir la réalité des faits. Et je vous le dis, ça n'est pas acceptable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé l'accélération de la génération des caméras piétons. Et je souhaite que leur technologie monte en gamme, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les caméras piétons, c'est d'abord un outil de prévention utile, puisqu'elles contribuent à apaiser certaines situations conflictuelles. La présence de la caméra peut inciter nos concitoyens à davantage maîtriser leurs actes et leurs propos. Elle renforce donc la sécurité de nos policiers et nos gendarmes sur la voie publique. Ce sont les forces de l'ordre sur le terrain elles-mêmes qui le disent, même si elles critiquent, je vous le dis, le matériel dont elles sont dotées dans le cadre d'un marché qui a été passé il y a quelques années et dont j'ai demandé de voir dans quelle mesure il pouvait être résilié pour avoir des matériels qui correspondent aux nouveaux besoins qui sont les nôtres. Ensuite, je souhaite aussi que les images des caméras piétons soient exploitables, pas seulement dans le cadre des enquêtes judiciaires, mais aussi afin que nous puissions les communiquer, afin d'établir ou de rétablir les faits. C'est cette asymétrie-là sur lequel j'aurais besoin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, du soutien du Parlement pour donner ce droit-là, légitime, de défense à nos forces de sécurité intérieure.
Mesdames et messieurs les sénateurs, hier encore, j'étais en déplacement dans un commissariat de Gennevilliers. J'ai pu, une fois de plus, échanger avec les policiers. D'ailleurs, il m'invitait, et peut-être que nous sommes suivis par quelques chaînes d'infos, dans notre échange, à espérer que de temps en temps, les chaînes d'infos disent « merci de ce que vous faites ». Parce qu'effectivement, ce message-là est, hélas, trop peu entendu. Or, vous êtes des élus de terrain. Je suis ministre de l'Intérieur et élu de terrain aussi. Je connais la dureté de leur quotidien. Je connais l'intensité des missions qu'ils mènent et ce sentiment terrible d'injustice que leur travail n'est pas assez reconnu et valorisé. Je comprends ce sentiment. Je le partage. Policiers et gendarmes sont tous les jours sur le terrain. Ils nous protègent et protègent la République. Ils n'économisent aucun effort et ne pensent qu'à leur devoir. Alors oui, nous leur devons respect, reconnaissance, soutien. Nous devons aussi exiger d'eux le meilleur, l'exemplarité. L'un va avec l'autre. Et je veillerai toujours à ne pas tomber dans le travers qui consisterait à négliger l'un et l'autre. Parce que je sais pouvoir compter sur eux pour porter cette double ambition. Et c'est pour ça que je les défends et que nous devons les défendre sans cesse, face aux amalgames et aux accusations qu'ils subissent. Les défendre face aux insultes, face aux coups. Les défendre face à cette accusation si injuste de racisme ou de violence structurelle, organisée. Je l'ai dit 1000 fois, je le dis une fois de plus. Il n'y a pas de police violente, il n'y a pas de police raciste. Avec Laurent Nunez, nous nous y employons depuis 20 mois et nous ne cesserons de le faire et de le dire. Nous avons confiance dans nos forces de l'ordre, nous ne cesserons jamais de les soutenir et de leur accorder les moyens dont ils ont besoin pour accomplir leurs devoirs. Et je vous le dis, nous sommes fiers de nos policiers, fiers de nos gendarmes, comme eux-mêmes doivent être fiers du métier qu'ils font au service des Français et au service de la République. Policiers et gendarmes sont les forces de l'ordre. Au fond, ils sont les forces de la République et nous ne devons pas l'oublier. D'où l'importance des travaux que vous conduisez, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur, pour faire en sorte que nous puissions traiter de l'ensemble de ces sujets et préparer des rendez-vous importants que nous aurons ensemble. D'abord, celui du livre blanc de la sécurité intérieure, où ce sujet doit être au cœur. Il est au cœur de nos préoccupations avec Laurent Nunez. Et puis aussi préparer les rendez-vous budgétaires qui sont les nôtres. Et je vous le dis, des sujets comme le développement massif des caméras piétons seront au cœur des engagements que je souhaite prendre pour préparer le budget 2021. Merci, Monsieur le ministre, de cette introduction. Merci aussi de cet hommage aux policiers et aux gendarmes, dont cette audition vous a fourni une nouvelle occasion. Je voudrais revenir un instant sur la question des moyens et sur la question de la méthode d'interpellation. Sur la question des moyens, il va bien falloir qu'on finisse par s'entendre sur les chiffres. Parce que si nous constatons qu'effectivement, les moyens de la police et de la gendarmerie ont permis de procéder à une remise à niveau des effectifs. Vous avez cité le chiffre de 10 000 agents. Nous constatons, contrairement à ce que vous nous indiquez, que les moyens matériels ne suivent pas au même degré, ni les formations. Lorsque nous avons examiné votre projet de budget pour la mission sécurité pour l'année 2020, nous avons rendu public des chiffres que nous n'avons pas inventés. Ils viennent des documents budgétaires. Et ces chiffres montrent une baisse des crédits de formation, une baisse des crédits hors personnel de la mission de sécurité, une baisse des crédits de munitions, et s'agissant des achats de véhicules, une baisse des crédits de 24% pour la police nationale et d'un tiers pour la gendarmerie nationale par rapport à 2019. Donc ceci, les chiffres devraient parler d'eux-mêmes. Encore faudrait-il que nous puissions comprendre pourquoi vous n'avez pas dans votre présentation les mêmes éléments que ceux qui pourtant n'ont pas été inventés par le Sénat, mais résultent de l'examen des documents budgétaires. Sur la méthode, Monsieur le Ministre, j'entends bien ce que vous nous dites. Au fond, je crois qu'avec un peu de bon sens, chacun peut admettre que s'il y a une force publique, c'est parce que parfois, on ne peut pas procéder à une interpellation uniquement par une invitation de courtoisie. Et puisqu'on est obligé d'utiliser la contrainte, il faut bien sûr avoir des méthodes. Celles-ci sont enseignées dans les écoles de police et la formation continue permet de les adapter.
Mais à partir du moment où un individu est récalcitrant, il s'expose de lui-même à ce que les conditions de son interpellation le mettent en danger. Et d'ailleurs, les policiers et les gendarmes sont les premiers à se mettre en danger lorsqu'il y a une confrontation physique. Il est donc quand même très très important que policiers et gendarmes sachent toujours à quoi s'en tenir. Et j'ajouterais, puisque vous avez rendu hommage à leur engagement, qu'ils se sentent soutenus. Or, l'évolution des méthodes, même si j'ai bien noté que la réflexion avait commencé avant les dernières polémiques, soulève un problème. Par quoi remplace-t-on les méthodes qu'on décide de ne plus utiliser? Et puis il y a une seconde question. Vous avez effectivement tenu un certain nombre de propos publics, je ne les rappelle pas, au début de ce mois, mais le 15 juin dernier, le directeur général de la police nationale, sans entrer en contradiction avec son ministre, fort heureusement, a expliqué que dans l'attente, et je le cite, de la définition d'un nouveau cadre et dans la mesure où les circonstances l'exigent, la technique dite de l'étranglement continuera d'être mise en œuvre, avec mesure, heureusement, et discernement, heureusement aussi, et sera remplacée au fur et à mesure. Par quoi? Nous l'ignorons toujours. Et par ailleurs, le directeur général de la police nationale évoque la technique dite de la prise arrière pour immobiliser la personne debout ou l'entraîner au sol afin de la menotter, pour bien préciser qu'elle est toujours enseignée et appliquée. Au fond, notre souci doit être si nous abandonnons les méthodes, et le directeur général de la police nationale dit on ne peut pas l'abandonner tout de suite, si nous abandonnons des méthodes, par quoi les remplaçons-nous qui ne démunissent pas la police et la gendarmerie de leur capacité d'interpeller des individus récalcitrants, tout en faisant en sorte de ne pas exposer ceux-ci à un danger disproportionné à la situation dans laquelle ils se sont mis d'eux-mêmes. Ça, c'est une question qui est vraiment grave. Ici, nous sommes des représentants de nos concitoyens et des collectivités territoriales de la République. Nous ne sommes pas des spécialistes des méthodes d'interpellation. Mais ce que nous constatons, c'est que le débat qui existe sur ce sujet doit être rapidement levé. Il ne suffit pas d'effeuiller l'artichaut des méthodes d'interpellation pour atteindre le cœur. Il va falloir remplacer ces méthodes par d'autres méthodes. Voilà une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous préférez que mes collègues posent des questions maintenant ou vous voulez répondre d'abord à celles que je vous pose? S'il vous plaît. Je vais rebondir parce qu'elles sont au cœur de nos préoccupations. Vous savez, Monsieur le Président, on peut tout faire dire aux chiffres. J'ai d'ailleurs moi-même évoqué la différence entre le titre 2 et le hors-titre 2. Et vous ne prenez qu'une partie du budget, mais qui est relativement marginale par rapport au volume global. Or, je pense que vous êtes aussi, comme moi, un responsable politique qui sait que ce qui compte, c'est le volume global que vous avez et des choix que vous faites. Je vous interromps, c'est pas toujours. On a beaucoup d'argent mis en salaire, mais chaque homme, chaque femme qui exerce une mission de sécurité doit pouvoir avoir des équipements de protection, des équipements d'intervention et des véhicules en bon état. Si bien que même si ces budgets-là sont faibles, si vous avez des hommes et des femmes aux mains nues, ils ne vont pas pouvoir rendre service à la population autant qu'il le faudrait. Donc, il n'y a pas que les grandes masses, il y a aussi ponctuellement toutes les questions. Totalement raison, mais je vous ai parlé du budget global, parce que je pense que c'est celui que vous votez, en l'espèce que vous ne votez pas, par rapport à la réalité aussi de la différence entre le titre 2 et le hors-titre 2. Ce que je sais, c'est que le budget de la sécurité, et je ne parle pas du budget du ministère de l'Intérieur, a augmenté de 1,7% et 205 millions en 2018, de 2,6% et 334 millions en 2019, et de 4,1% et 519 millions en 2020. Ce que je sais, Monsieur le Président, c'est qu'il faut faire la différence entre le titre 2 et le hors-titre 2. Et je vous ai dit que l'année dernière, nous avions porté l'effort sur la rémunération de nos forces de sécurité et sur l'embauche. D'autres, à d'autres moments, ont fait des choix différents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un meilleur équipement, mais ce que je sais, c'est qu'in fine, à une époque, il y a eu 12 500 policiers et un gendarme en moins sur le territoire national. Et nous arrivons juste à compenser avec l'effort qui a débuté dès l'année 2016 sous l'autorité d'un gouvernement et d'un président précédent. Mais ce que je sais aussi, c'est que par rapport à 2015, le hors-titre 2 n'a jamais été aussi élevé. Il a augmenté de 12%. Il est à 2,4 milliards d'euros. C'est cela la réalité. Est-ce que ça suffit? Non. Et je ne suis pas là pour dire que tout va bien, ça n'est pas le cas. 900 millions d'euros d'investissement dans l'immobilier,
parce que ce sont les conditions de vie, même si ce n'est pas l'équipement, y compris les conditions de logement pour nos gendarmes. C'est un niveau qui n'a jamais été atteint, mais qui ne suffit pas à rattraper le retard. De la même façon sur les véhicules, et je vous ai donné le chiffre moyen des véhicules que nous avons achetés, 5 334, y compris dans la moyenne l'année 2019, et nous visons le même objectif pour 2020, même si on a pris du retard administratif du fait du confinement. C'est 31% de véhicules de plus que pendant les 5 ans de la mandature d'avant. C'est cela la réalité. Et on peut aller un peu plus loin. Dans les questions matérielles, on pourra parler des gilets de protection. Je vais parler aussi des équipements type tablette et smartphone qui simplifient la vie. En fin 2016, la police disposait de 2000 équipements de ce type-là. Fin 2019, la police dispose de 67 000 terminaux, non, de 50 000 dans la police. Nous sommes passés de 2000 équipements de ce type-là à 50 000. Nous sommes passés de 9 100 dans la gendarmerie à 67 000. Les caméras piétons, fin 2016, il y en avait 2000. Il y en a aujourd'hui 11 000, 10 594. Et ça ne suffit pas. Et je souhaite que le budget 2020 puisse aller beaucoup plus loin, y compris sur d'autres types de matériel. Je veux bien dire que ça ne suffit pas. Mais je sais aussi l'effort de la nation qui a été fait. Le budget du ministère de l'Intérieur était un des budgets qui a connu la plus forte augmentation ces dernières années. J'en viens à la question de la technique. Je suis comme vous non spécialiste de ces sujets. Et d'ailleurs, je ne m'aventurerai pas à me prononcer, à décider, parce que je ne suis pas compétent sur ces sujets. Par contre, quand je confie à un groupe de travail présidé par le directeur général de la police nationale, par le directeur général de la gendarmerie nationale, qu'ils me font un rapport, et je pense que vous aurez l'occasion de les auditionner, et qu'ils me disent la technique dite de l'étranglement ne sera plus enseignée, je leur dis OK. Parce que quand le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, parce qu'ils considèrent qu'une technique marginale d'intervention, et c'est cela qu'il faut comprendre dans la note du DGPN sur les techniques d'intervention, que cette technique marginale qui vise à soit empêcher l'accès d'oxygène au cœur, soit par la seconde technique, et je ne vais pas rentrer dedans, dite de l'étranglement, à empêcher le sang de monter au cerveau, ils me font la recommandation de la retirer de l'enseignement, je leur dis oui. Parce que je pense que personne qui ne serait en responsabilité pourrait dire « il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir ». Par contre, je leur dis oui, avec arrêt immédiat, comme je l'ai annoncé pour l'enseignement de cette technique, à la fois parce qu'elle semble dangereuse, mais parce que si j'enseigne à quelqu'un une méthode qui un jour peut l'amener à être en responsabilité devant un juge, je pense que je commets une faute. Et je veux aussi les protéger en ne leur apprenant pas cette technique qui pourrait demain les conduire face à un juge. De la même façon, parce qu'il faut effectivement s'adapter. S'adapter dans la mesure où, Monsieur le Président, vous disiez il ne faut pas prendre de décisions qui les démunissent et qui empêchent la capacité d'interpeller. Je pense qu'il y a des techniques de substitution, parce que je pense que les gendarmes, aujourd'hui, interpellent en France. Je pense que les personnels pénitentiaires sont quelquefois confrontés à des situations physiques sur lesquelles ils utilisent des moyens dont la technique de l'étranglement est interdite, et ils arrivent à neutraliser et à gérer les situations. Et donc j'ai donné un temps très court, 2 mois et demi, pour qu'un groupe de travail qui a été installé il y a quelques jours, qui est placé sous l'autorité d'un directeur départemental de sécurité publique expérimenté, Frédéric Loz, qui associe un médecin du RAID, un médecin légiste, un policier par ailleurs judoka, je crois que c'est une vingtaine de personnes, et je ne participerai pas à ces réflexions-là, puissent définir les moyens et les techniques de substitution. Parce que, comme vous, je ne veux pas que les policiers soient désarmés dans leur capacité d'intervention. Et donc, comme ils ont été formés à une technique que nous retirons, ça n'est pas le cas pour les gendarmes qui aujourd'hui sont sur le terrain, mais eux, nous leur devons une formation et une mise à niveau avec ces nouvelles techniques. Mais je crois qu'il est essentiel d'avoir en tête que cette technique est très marginale et n'a effectivement strictement rien à voir avec d'autres techniques qui sont utilisées. Je voudrais, Monsieur le Président, non pas pour clore ce sujet, on pourra y revenir, rappeler que, de toute façon, il y a un enseignement, qu'il y a l'usage strictement nécessaire, immédiat et proportionné de ces gestes-là, mais qu'il y a de toute façon un article du Code pénal, le 122-5, qui prévoit la légitime défense face à des comportements qui disent qu'en cas d'absolue nécessité, lors d'un affrontement physique violent, une personne qui veut attenter à l'intégrité physique de nos forces peuvent légitimement utiliser tout mode de riposte. Et c'est la différence avec une interpellation. Et donc, il est essentiel de faire cela. Donc, je sais que
on peut faire un amalgame sur la technique dite de l'étranglement, mais je fais suffisamment confiance à l'expérience de ceux qui m'ont rendu ce rapport pour savoir qu'ils n'entendaient absolument pas priver nos forces de capacité d'intervention, qu'ils savaient que cette technique n'était que très marginalement, mais vraiment très marginalement. Et quand j'en discute directement avec les policiers, Laurent Nunez l'a fait hier à Bobigny par exemple aussi, chacun reconnaît qu'elle est très peu utilisée et donc on doit pouvoir y substituer d'autres techniques. Il est intéressant aussi, et je conclus sur ce sujet, mais ils auront l'occasion de le présenter devant vous, d'indiquer qu'ils ont fait aussi un gros benchmark international des techniques d'interpellation et que c'est sur la base aussi de ce benchmark qu'ils ont pris cette décision. Je ne comparerai pas cette décision avec celle prise par le président Trump, mais vous savez que dans le contexte, lui aussi s'est prononcé sur cette technique par décret présidentiel il y a peu de temps. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si, comme je l'ai annoncé, cette technique ne sera dorénavant plus enseignée dans les écoles de police, nous devons trouver les moyens techniques ou matériels de substitution pour que nos forces puissent intervenir. Et dès lors qu'elles ont été formées à cette technique, je ne souhaite pas leur dire « c'est fini » du jour au lendemain. Et donc j'ai mis un délai court pour qu'on propose des solutions de substitution et qu'on fasse une formation individuelle pour chacun de ces agents dans le contexte que nous connaissons. Ça vise à les protéger, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de ces éclaircissements qui méritaient d'être faits et nous sommes heureux de les avoir entendus. Nous allons naturellement prolonger notre réflexion en auditionnant le directeur général de la police nationale sur ces différents points. Monsieur le Ministre, je ne veux pas revenir indéfiniment sur la question des moyens, mais vous me répondez sur l'évolution générale, le choix que vous avez fait par priorité des effectifs, ce qui est une manière de confirmer ce que je disais tout à l'heure. Le chapitre du matériel, lui, n'a pas suivi au même degré, car vous avez été obligé de répondre à un certain nombre de priorités. J'ai sous les yeux, malheureusement, je pense que ce graphique est trop petit pour que je puisse le montrer, l'évolution de la part des dépenses en dehors des dépenses de personnel dans le budget global de l'intérieur, et on voit se faire un redressement en 2015 et en 2016, vous l'avez signalé, de la part des dépenses hors personnel dans votre budget de sécurité, et on voit en revanche, il faut le dire, un véritable écroulement dans la période qui suit. Vous voyez, c'est ce qui est ici en jaune, et le grisé montre l'évolution de la part des dépenses hors personnel. Et le jaune montre tout ce qu'on a perdu depuis 2 ans en part. Oui, alors vous avez raison d'évoquer en part, mais si j'augmente significativement mes emplois, j'augmente ma masse salariale, si je paye mieux mes policiers et mes gendarmes, j'augmente ma part salariale, et même si j'augmente, parce qu'elle augmente, la part du hors-titre 2, vous avez raison, en pourcentage, ça baisse. Mais au bout du compte, c'est plus de moyens pour la sécurité intérieure. Donc certes, il y a l'équilibre, et d'ailleurs vous avez des propos assez proches de ceux de la Cour des comptes, qui nous fait aussi ce reproche-là. C'est un choix politique que j'ai assumé, de remettre à niveau la rémunération des CEA et des sous-officiers de gendarmerie. Si nous l'avions traduit en véhicule, ce serait assez significatif. Mais ensuite, il faut être concret, Monsieur le Président. Les parts et les tableaux, ça parle. Moi, ce que je sais, c'est que pour un policier, ce qui compte, c'est de conduire une bagnole en bon état. Ah oui. Et donc, quand je regarde les évolutions, je peux vous dire qu'en 2017, nous avons acheté 5088 voitures, qu'en 2018, c'est 6002, qu'en 2019, c'est 5005, et que je peux les comparer avec les 3081 voitures qui étaient achetées chaque année en moyenne depuis 2012. 2012. Je ne me souviens plus qui a voté le budget de 2012. Pour ce qui me concerne, je ne l'ai pas voté, je n'ai été élu député qu'en 2012. Vous l'avez échappé belle, Monsieur le Ministre. Alors, en ce qui me concerne, puisque vous citez des chiffres de véhicules, je voudrais ne pas être en reste et vous rappeler qu'à la fin 2019, dans la police nationale, il y avait 8320 véhicules à réformer et dans la gendarmerie nationale, 3358, soit 11% des 30 350 véhicules qui sont hors d'usage. Donc nous avons un problème. Mais et soyez assurés que le Sénat est disponible pour vous aider à le régler. Mais il faudra en parler à la Commission des Finances, Monsieur le Président, qui de temps en temps nous rappelle aussi à quelques règles d'équilibre budgétaire. Alors cherchez vos alliés. Alors, Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais tout d'abord m'associer aux propos que vous avez tenus, Monsieur le Président, et aussi aux vôtres, Monsieur le Ministre, pour rendre hommage aux forces de l'ordre dans leur action au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens.
et notamment, vous l'avez dit, dans les périodes que nous avons connues très difficiles, à la fois des attentats et à la fois des manifestations violentes. Je ne voudrais pas non plus jouer sur les mots en ce qui concerne la technique d'étranglement, parce que vous dites, vous venez de le dire, l'enseignement de cette technique est donc arrêté, mais la pratique, enseignement, pratique, est-ce que la pratique est toujours en cours, ou est-elle officiellement arrêtée, ou elle ne sera qu'à l'issue des conclusions du groupe de travail? Voilà. Parce qu'entre l'enseignement et la pratique, il peut y avoir quand même un certain laps de temps. Je voudrais revenir sur les moyens, alors pas les moyens budgétaires, puisque vous venez longuement d'en parler avec le Président, mais sur le fonctionnement plutôt. Parce qu'on reproche souvent à l'institution policière de fonctionner en silo, ce qui nuit à un véritable pilotage, et notamment en matière de ressources humaines. Et les syndicats ont récemment rappelé à une réorganisation complète de la police nationale. Donc je voudrais connaître votre perception de cette situation et si vous avez engagé des réflexions en ce sens. Je vous remercie. Merci. Peut-être, Monsieur le Ministre, cette fois, on peut prendre plusieurs interventions. Peut-être d'abord les deux rapporteurs et puis ensuite les autres collègues qui se sont inscrits. Alors, Madame Carrère, qui est également rapporteure, est en visioconférence avec nous. J'espère que le système fonctionne bien. Nous l'avons rodé. En principe, il fonctionne. Madame Carrère, êtes-vous bien avec nous? Oui, formidable. Ah, le Sénat est vraiment la chambre de l'avenir, vous voyez. Faites attention, Monsieur le Président. Là, vous êtes en risque, si je peux me permettre. Oui, Madame Carrère, vous pourriez brancher votre micro. Ça y est, vous m'entendez? La démonstration est faite. La démonstration est faite. Alors, chers collègues, vous pouvez vous exprimer. On lui a coupé le micro. C'est un coup du ministère de l'Intérieur, ça. C'est mauvais signe, ça. Non, ce n'est pas le système du Sénat, ce sont les Pyrénées qui font obstacle à la liaison. Madame Eustache-Brinio. Merci de me donner la parole. Évidemment, je voulais m'associer à tous les propos qui ont été portés là aujourd'hui, au début de cette audition, pour m'associer au soutien sans faille aux forces de police et de sécurité de ce pays. Je pense que ils sont notre protection de notre liberté. Moi, je voulais revenir, Monsieur le Ministre, sur le rapport police-population. Et le 17 juin, vous avez indiqué devant le Sénat à l'occasion d'une question d'actualité du gouvernement que trop souvent, les policiers et les gendarmes faisaient face à des provocations lors des interventions, des menaces, des insinuations, des injures, et des mises en cause incessantes. Je voudrais savoir si vous avez, sur le plan statistique, des chiffres qui prouveraient une augmentation de ces actes, de ces agressions, de cette violence à l'encontre des policiers et des gendarmes, dans quelle proportion, et est-ce que vous en avez un peu analysé les causes? Et moi, je voulais profiter de cette question pour vous en poser une complémentaire. Nous assistons, depuis quelques semaines, nous avons assisté à des émeutes urbaines, à des choses un peu difficiles, et nous nous apercevons qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes subissent des tirs de mortier, parce que c'est un peu nouveau. Alors c'est sympa, ça fait du feu d'artifice dans la ville, mais enfin, ces tirs de mortier, et je faisais une parenthèse sur le feu d'artifice, c'est extrêmement dangereux parce que les forces de police subissent des tirs de mortier, mais d'une taille assez incroyable. Du coup, et on le voit bien, il n'y a pratiquement aucune interpellation pendant ces émeutes, puisque c'est assez difficile pour les policiers de se mettre en danger face à ces tirs de mortier qui sont quand même d'une violence inouïe.
et où les mortiers sont là à chaque difficulté, si vous avez réfléchi à une législation qui interdise la vente des mortiers, ou je ne sais pas, enfin il faut quand même trouver les moyens que dans ces cités on ne puisse plus rentrer parce que les mortiers sont là. Donc je pense que c'est une forme d'agression qui explique aussi qu'il y ait pratiquement pas d'interpellation. Je voulais revenir aussi, mais vous en avez parlé au tout début de vos propos, je voudrais rappeler qu'en 2018, il y avait eu un rapport d'une commission d'enquête sénatoriale qui effectivement faisait état d'une vraie nécessité d'améliorer l'accès des policiers à la protection fonctionnelle, et vous en avez parlé tout à l'heure. Donc vous avez dit qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place, un groupe de travail probablement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier qui puisse aboutir à des propositions concernant cette protection fonctionnelle des forces de police et de sécurité? Merci, chers collègues. Madame Troendlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, j'aimerais vous remercier de votre hommage à nos forces de l'ordre, de votre message fort et indéfectible de soutien aux forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission. Alors, ce message doit être décliné de façon pratique et accompagné de moyens humains, de moyens en équipement supplémentaires et de garanties de confiance à l'adresse de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent au quotidien pour protéger l'ensemble de nos concitoyens au péril de leur vie. Vous avez décliné plusieurs mesures déjà prises et nous ne pouvons que vous encourager. Néanmoins, je souhaiterais que vous nous apportiez quelques précisions. Il faut que je prenne la bonne question. Les policiers sont normalement Il y a 2 ans, notre collègue, M. François Grosdidier, relevait dans un rapport de commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure que de nombreux policiers ne se voyaient pas dispenser cette formation chaque année. Confirmez-vous ce constat, Monsieur le Ministre? En moyenne, quel est le pourcentage de policiers de terrain qui sont en mesure de respecter chaque année cette obligation réglementaire? Dans l'attente de la suppression de la technique de l'étranglement, envisagez-vous d'ordonner qu'un entraînement renforcé soit suivi par l'ensemble des policiers de terrain? Et enfin, ma 3e question, vous avez un temps envisagé de remplacer l'usage de la technique de l'étranglement par une utilisation plus généralisée du pistolet à impulsion électrique, le taser. Si cet usage peut être une alternative, qui a également ses détracteurs, Monsieur le Ministre, encore faut-il que les forces sur le terrain en soient effectivement et suffisamment équipées. Est-ce le cas? Les contraintes budgétaires permettront-elles réellement un équipement effectif? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Carrère, que j'appelle cette fois avec de grandes précautions. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous m'entendez. Très bien, et avec plaisir. Parfait. Excusez-moi de mon absence et de ma participation en visioconférence. Et je vois qu'entre Tarbes et Paris, c'est un petit peu compliqué pour les connexions. Je ne rajouterai pas pour ma part grand-chose à ce que vous avez dit, Monsieur le Président et Madame la rapporteure. Pour ma part, j'aborde cette audition dans un état d'esprit constructif, toutefois aussi exigeant, en essayant aussi de s'extraire des polémiques. Et je partage, Monsieur le Ministre, vos propos sur les images que l'on a pu voir et qu'on peut voir. Et je pense qu'il faut avoir du recul sur ces images et travailler à la façon dont nos concitoyens aussi auront du recul sur les images qui peuvent sortir et être livrées sur les réseaux sociaux en dehors de contexte particulier. Pour ma part, j'attends beaucoup aussi de cette mission sur 2 objectifs, la mise en éclairage du quotidien, de la réalité des missions de nos forces de l'ordre. Et là, Monsieur le Ministre, je pense que vous nous apporterez aussi votre analyse. Nous nous appuierons sur les chiffres et sur les bilans que vous pourriez nous fournir et sur vos analyses aussi. Et si on devait retenir un seul objectif aussi, ce serait celui de restaurer la confiance entre nos concitoyens et nos forces de l'ordre. C'est pour ça que pour ma part, je m'attacherai plutôt à vous poser une question sur et aborder le volet des rapports entre la police et la gendarmerie et la population, tout en sachant que l'appréhension de ces rapports sont peut-être différents, que l'on soit dans un milieu urbain ou un milieu rural, et avoir aussi votre avis sur le regard que vous portez sur les dérives que l'on peut constater aujourd'hui.
Mes deux questions seront donc sur ces rapports de police entre la police et la gendarmerie. Depuis 2013, nos policiers gendarmes peuvent être équipés de caméras mobiles dans un objectif d'apaisement des tensions entre la population et les forces de l'ordre et dans le cadre de contrôle ou d'interpellation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire combien sont équipés, combien de gendarmes et de policiers sont équipés de ces caméras mobiles? Quel bilan vous pouvez aussi en tirer? Et est-ce que c'est pour vous un bon outil pour limiter le nombre d'incidents et pour protéger tant les citoyens que nos policiers et nos gendarmes aussi? Et puis la deuxième question que j'aurais à vous poser serait sur la refonte des services d'inspection du ministère. Quel est l'objectif de cette réforme que vous prévoyez? Est-ce que vous avez prévu cette réforme dans le cadre d'un constat d'insuffisance dans l'exercice de ces missions? Et est-ce que vous constatez aussi une augmentation du nombre d'incidents conséquents qui nécessitent une réforme comme celle-ci? Je vous remercie. Merci, Madame le rapporteur. Je vais donc vous donner la parole, Monsieur le ministre, pour ce premier ensemble de questions et d'observations de mes collègues. Et puis nous prendrons un second groupe qui sera le dernier. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter de répondre et j'espère ne pas oublier. Madame Di Folco, vous m'avez réinterrogé sur la technique de l'étranglement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je crois que vous aurez l'occasion d'auditionner des gens qui sont plus compétents que moi sur ce sujet. Mais je vais réaffirmer ce qu'est la technique de l'étranglement dans sa définition même, qui n'a rien à voir avec la prise arrière, qui est très utilisée par nos forces de sécurité, par les policiers, par les gendarmes de façon différente, mais qui est la plus utilisée. Aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui refusent de se laisser interpeller, de se soumettre à la loi, avec des corpulences importantes. On a de plus en plus de féminisation dans nos effectifs, et c'est une bonne chose. Et donc, il est nécessaire qu'ils aient des techniques qui permettent de faire en sorte qu'un adversaire de plus grande taille puisse être neutralisé, notamment pour lui passer les menottes. Et donc, vous savez que le débat sur les techniques va bien au-delà de celle dont on parle de la technique qui est prêtée sous le nom de plaquage ventral et que j'ai eu l'occasion de défendre aussi parce qu'elle est indispensable pour nos forces, mais elle doit être temporaire. Et j'ai précisé, par exemple, que l'appui sur la tête ou la nuque devait être prohibé. Mais qu'évidemment, il y avait des techniques nécessaires à défendre. La technique de l'étranglement, je vais être un peu technique, mais surtout je vais lire les fiches qui m'ont été remises sur ce sujet, prend deux formes. Celle de l'étranglement dit aérien, qui consiste à exercer une pression sur la trachée à l'aide de l'avant-bras pour réduire, voire supprimer la circulation de l'air vers les poumons et le cœur, qui n'a rien à voir avec la prise arrière. Puis la technique de l'étranglement dit sanguin, qui consiste à comprimer les deux artères carotidiennes pour limiter la circulation du sang enrichi vers le cerveau, et qui peut causer des dommages. Voilà la réalité. Et d'ailleurs, y compris dans les entraînements eux-mêmes, elle présente une forme de risque. Vous m'avez posé la question du calendrier, c'est celui qu'a défini le directeur général de... Ça tombe bien, nous sommes en fin de cycle de formation sur ces sujets-là notamment, et que d'autres techniques devaient être proposées, et c'est la raison pour laquelle il y a un groupe de travail. Dans l'attente, l'ensemble des techniques que nous avons appris à nos policiers doivent être utilisées dans les circonstances exceptionnelles et évidemment dans l'usage modéré de la force, parce qu'ils sont aussi formés pour cela. Vous savez, si on regarde un acte simple et uniquement l'acte, on trouvera toujours une forme de violence. Mais il faut assumer que la force est légitime quand elle vise à mettre un terme à un délit, à un risque, à une situation. Seule la police et la gendarmerie et l'armée, dans certains cas, dans des contextes différents, sont habilités à utiliser la force. Et il est nécessaire de le rappeler, comme je l'ai rappelé dans mon allocution du 8 juin, mais on en a moins parlé que d'autres propos dont je pense qu'ils ont été détournés de leur réalité, de ce qu'ils portaient. Et donc le DGPN a fait une instruction à l'ensemble des forces, précisant effectivement que la technique de la prise arrière pour immobiliser la personne debout, l'entraîner au sol afin de la menotter est toujours enseignée et sera toujours enseignée. Et à moins qu'un jour, il y ait des éléments qui permettent de trouver une autre solution, et elle sera toujours appliquée. Voilà pour répondre à votre question. Et puis, pendant 2 mois et demi, le groupe de travail que j'ai évoqué tout à l'heure va faire des préconisations, et nous formerons individuellement chacun des agents à la mise en œuvre de ce nouveau process complémentaire à tous les autres process sur lesquels ils sont formés.
J'espère avoir répondu à votre question sur... Je crois, Monsieur le Ministre, que Madame Catherine Di Folco est impatiente de préciser sa question ou de vous demander de préciser votre réponse. Oui, en fait, merci Monsieur le Ministre. Ma question, elle était plus simple que cela. En fait, j'ai compris que l'enseignement de la technique était d'ores et déjà arrêté. Et donc, je voulais savoir si la pratique était arrêtée ou pas. Et je viens de comprendre qu'en fait, la réponse est non. Donc, l'enseignement est interdit, mais la pratique est autorisée. Pendant 2 mois et demi, le temps voilà, de substituer, parce que personne n'envisage de désarmer la police de ce moyen technique-là. Et la note du DGPN est très claire sur ce sujet. DGPN qui m'a fait un rapport global sur ce sujet qui prévoyait cette situation. Très bien. Le DGPN, d'ailleurs, a évoqué, mais pas pour une préconisation, et je crois que c'est Madame Tranley qui a évoqué la question du taser comme un sujet de substitution. J'ai lu dans la presse que j'avais décidé la substitution intégrale, c'est faux. Je n'y suis pas favorable. Je n'y ai jamais été favorable. Les policiers et les gendarmes ne sont pas favorables non plus. Les organisations syndicales n'y sont pas favorables. Il y a de nouveaux dispositifs techniques de type pistolet à impulsion électrique, et pas de taser parce que c'est une marque privée. Nous allons les expérimenter. Je porterai dans le budget des acquisitions supplémentaires, mais pas en volume pour équiper toute la police. Pas seulement parce que c'est une question budgétaire, mais parce que je pense que ça n'est pas adapté à toutes les situations et qu'il ne faut pas aujourd'hui considérer que la moindre interpellation doit faire l'objet de l'utilisation d'un PIE pour cela. Madame Di Folco, je reviens sur votre question. La réorganisation complète de la police nationale, je ne sais pas ce que ça veut dire, une réorganisation complète. Surtout que, vous avez dit, les organisations syndicales appellent à la réorganisation complète. Je ne suis pas sûr que chacune des organisations n'ait en tête la même réorganisation complète. Mais dans tous les cas, nous souhaitons, avec Laurent Nunez, dans le cadre du livre blanc, posé, qui est en train d'aboutir pour nos travaux internes et qui sera discuté, y compris, je pense, devant le Parlement, avant... Ce n'est pas un texte de loi, mais je pense qu'il est important qu'on puisse avoir cet échange. Je glisse une proposition d'invitation supplémentaire au président de la commission des lois, mais je vous laisserai le soin d'en décider. Nous posons la question d'une réorganisation importante, fonctionnelle, de la police nationale, visant à avoir une approche de responsabilité territoriale, parce que je pense qu'elle est importante, et d'avoir des réflexions pour être plus efficaces. On le voit avec les offices, on a des approches qui sont en fait des formes d'approche par thématique ou par filière. C'est un modèle sur lequel nous travaillons qui pourrait être développé au sein de la police. Il faut prendre le temps pour cela. Il ne faut pas se précipiter, mais je pense qu'il faut regarder, comme tous les sujets, avec un examen critique, ce qui peut être amélioré et ce qui ne l'est pas. On a des organisations extrêmement différentes entre la gendarmerie et la police nationale. Un modèle ne doit pas s'appliquer à l'autre, ça n'aurait pas de sens, mais en même temps, on voit aussi la question de la responsabilité départementale. Aujourd'hui, on voit ces derniers temps le rôle du préfet, l'importance du préfet dans cette relation maire, parce qu'il est un interlocuteur. Pour la police, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs en fonction des sujets. Ce sont des réflexions qui sont posées sur la table et qui vont dans le sens d'ouvrir ce débat sur, je cite, la réorganisation complète de la police nationale. Madame Eustache-Brinot m'a posé la question du rapport police-population. Alors, en statistique, déjà, concernant la police, si je prends les chiffres 2019, nous avons enregistré 17 246 policiers blessés, ce qui ne veut pas dire agression contre la police, mais policiers blessés contre 15 414 en 2018. Donc on voit une évolution significative. Est-ce que on a en tête les mobilisations des Gilets jaunes où il y a eu de nombreux blessés, etc. On a connu un cycle de 55 000 manifestations. Toutes n'ont pas été violentes, mais beaucoup l'ont été. Donc on ne peut pas tirer cet enseignement. Mais il suffit de discuter avec des policiers ou des gendarmes. Et quels que soient les territoires, pour bien noter que de toute façon, aujourd'hui, il y a une tension qui peut aller jusqu'à la violence, qui se développe de façon significative. Et quels que soient les territoires. C'est-à-dire que plus personne ne supportant plus rien, aujourd'hui, on voit bien comment même quelqu'un dont on ne s'attend pas à ce comportement peut avoir une réaction violente, qui va de l'insulte au doigt d'honneur ou autre joyeuseté, mais aussi à l'agression physique directe contre nos forces de sécurité. Et donc il est nécessaire effectivement de prendre cela en compte dans les formations, de les protéger aussi physiquement par des matériels adaptés, ça fait partie des travaux que vous allez piloter, et de faire en sorte qu'ils puissent être défendus sur ce sujet. Et donc c'est une question que vous m'avez posée aussi, voilà, sur la protection fonctionnelle. Je souhaite non seulement qu'on puisse la faire monter en puissance pour avoir un système de défense
systématique pour les faits les plus importants par nos soins, et qu'on simplifie cela. Et donc j'ai demandé qu'on travaille à une application interne pour que les policiers et les gendarmes puissent, à partir de leur smartphone professionnel ou personnel, pouvoir avoir une solution simple, aller sur l'application, signaler la situation. Voilà. Et je souhaite que ça aille très vite. J'aimerais pour l'application que ce soit opérationnel avant la fin de cette année et qu'on puisse monter en puissance sur la défense systématique pour les faits les plus importants de nos forces de sécurité intérieure. Voilà. C'était une des annonces que j'ai faites aussi le 8 juin, dont on n'a pas assez parlé, parce qu'elle était porteuse de sens aussi dans la défense indéfectible. Je reprends votre mot, message fort et indéfectible, qu'il nous faut porter sur ce sujet. Plus globalement, vous m'avez interrogé sur la formation 12 heures. Je vais vous répondre sur la formation 12 heures et je vais vous répondre sur globalement la formation. Pardon. Ah oui, c'est vrai, c'est la question d'après, c'est Madame Tremblay. Vous avez raison, je croyais que c'était... Oui, c'est vrai. Mais j'allais répondre aussi sur les mortiers. Les mortiers sont, comme vous, un sujet qui m'agace. Voilà. Madame Eustache-Brinio n'est pas un sujet qui vous agace. Je pensais avoir précisé que c'était les mortiers. C'est vrai que je ne voudrais pas rendre jaloux le président de la Commission des lois avec lequel je passe beaucoup de temps. Et c'est toujours un plaisir. Mais nous deux, on passe aussi beaucoup de temps quand même sur des sujets. Et on sait que malgré nos différences d'approche sur certains sujets, on a une vision, une ambition pour la sécurité de nos concitoyens et la protection de nos forces qui se rejoint. Et donc sur les mortiers, je suis comme vous particulièrement des feux d'artifice avec des mortiers. Par contre, je vois des systématisations de violences urbaines avec l'usage des mortiers. D'abord, vous dire que nos forces arrivent à interpeller, mais peu. Mais j'étais hier à Gennevilliers, on m'a présenté 2 affaires qui font plaisir à nos forces parce qu'elles les ont bien menées. La première, c'est celle de ce marchand ambulant de cocktails Molotov. Vous vous souvenez, la presse en a fait état. Et donc, ils m'ont présenté le dispositif, l'affaire, la façon dont ils ont pu avoir l'alerte et dont ils ont procédé. Et je trouve que c'est très satisfaisant. Et il se trouve que la même équipe a aussi, sur certaines, suite à quelques violences urbaines, les CRS sont venus dans la commune prêter main forte aux effectifs locaux. Et ils ont fait l'objet d'attaques au mortier. Et ils ont pu, grâce à la vidéoprotection de la ville, c'est un sujet important aussi, et nous avons besoin dans ce continuum de sécurité des collectivités locales de la vidéoprotection, mettre un terme aussi et mener une enquête et procéder à l'interpellation sur des tirs de mortier. Mais votre question, elle est plus globale. Elle est sur l'autorisation de vendre ces produits. La difficulté que j'ai, c'est que j'ai demandé à nos services de travailler sur l'interdiction de la vente des mortiers. Quand on est ministre de l'Intérieur, on vous prête souvent d'être liberticide, mais ça n'est pas le cas. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des logiques qui font que quand un produit est détourné de ses fins, on peut s'interroger sur cela. Seulement, c'est une autorisation qui relève de règles du marché commun européen, et que quand quelques préfets ont pris des initiatives ponctuelles pour certains moments, notamment dans l'Est de la France, il est arrivé que leurs arrêtés soient cassés sur ce sujet-là, et que concrètement, nous sommes liés par une directive de 2013, du 12 juin 2013 sur cela, et que nos marges de manœuvre sont assez limitées. Mais j'ai demandé à ce qu'on creuse, pour tout vous dire, et peut-être que la loi pourrait nous y aider, à ce qu'on creuse le fait que, comme on est hors usage professionnel, parce qu'à minima, je ne vois pas comment on pourra qualifier cela d'usage professionnel, nous pourrions peut-être le faire évoluer. Donc les services du ministère de l'Intérieur travaillent sur cette question pour tenter d'y répondre. J'abordais en réponse à Mme Tremblay, après avoir parlé des PIE, la question de la formation. Je voudrais évoquer, pour tordre le cou à des bêtises qui ont été dites sur la question de la formation, il m'a été proposé, je l'ai validé, une évolution de la formation de nos policiers. La durée de la formation a été revue à la baisse fortement après 2015, parce qu'il fallait trouver des bras pour mener des missions de protection, et le choix qui a été fait, et j'aurais peut-être fait le même choix, donc n'y voyez aucun jugement de valeur à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai soutenu ce choix-là à ce moment-là, dans la majorité au sein de laquelle j'étais. Les choses ont fortement évolué, et nous sommes passés d'un système où nous avions 12 mois à 10 mois et demi et 6 mois de stage professionnel. La proposition qui m'a été faite l'année dernière et qui va rentrer en vigueur lors de la prochaine formation est qu'il y ait un renforcement de la formation continue sur le terrain et que nous passions d'un dispositif de 10 mois à 8 mois de scolarité en école, mais qui soit suivi de 16 mois de formation continue et que nous soyons sur un cycle où nous étions donc précédemment à 10 mois et 6 mois de formation continue, nous soyons sur un cycle qui du coup nous permettra d'avoir
24 mois de formation, dont 16 mois en formation continue, dans le poste qui ne sera pas votre poste d'affectation. Parce que sinon, ça veut dire qu'en réalité, on ne vous forme pas, on vous fait bosser, et vous n'êtes pas dans ce cadre-là. C'est un choix qui m'a paru pertinent, qui m'a été proposé, et je pense que la formation de terrain est nécessaire. Mais non seulement il y a la formation continue dans la formation initiale, mais il y a la formation permanente. Et votre question visait la formation permanente, et notamment ces 12 heures. Je n'ai pas le chiffre en tête. On m'a indiqué que depuis post-2015-2016, beaucoup plus de policiers, peut-être qu'un cas a les chiffres là-dessus, mais beaucoup plus de policiers pratiquent les 3 tirs par an et les 12 heures de formation nécessaires pour cela. Mais nous ne sommes pas à 100%. Je pense que nous devons aller au-delà, non seulement sur le tir, mais aussi sur les gestes d'interpellation, par exemple. Et donc, dans les annonces que j'ai faites, pour contraindre le système, j'assume, parce que si vous ne le contraignez pas, le ministre dit des choses et puis ensuite c'est difficile. Les agents eux-mêmes veulent être sur le terrain avec leurs camarades, ils ne veulent pas lâcher l'équipe pour aller en formation parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont affaiblir l'équipe, etc. J'ai posé le principe que si on fait de l'ordre public, si on est en sécurité publique, on doit avoir une formation continue plus active. Et j'ai posé le principe pour la sécurité publique que celles et ceux qui interviennent sur le terrain puissent avoir obligatoirement la formation annuelle, ou sinon ils n'ont pas vocation à rester sur le terrain. Donc c'est l'idée d'en faire une sorte de contrainte, parce que je sais que par la bonne volonté, par la pression du système, on dit bon, la formation, on fait ça un peu plus tard. Non, on peut suspendre la formation. Ça nous est arrivé, voilà, j'ai des chiffres, merci. Ça nous est arrivé pendant le mouvement des Gilets jaunes pour nos forces mobiles, par exemple. Et c'est une mauvaise décision que j'ai assumée. Mais quand vous dites un escadron qui doit partir en formation, non, on a besoin de toi sur le terrain, ça peut se justifier. Mais il faut de la formation permanente. Nos forces mobiles, là-dessus, font beaucoup de formations, que ce soit les CRS ou que ce soit les escadrons. Mais par contre, ceux qui sont en sécurité publique, trop souvent, sont obligés de négliger la formation. Donc, je voudrais vraiment lui donner un caractère obligatoire. Et pour donner un chiffre précis, en 2019, je n'ai pas le chiffre, mais en 2018, c'était 64,9% des policiers qui avaient fait la formation de 12 heures, pour répondre à votre question. J'ai répondu sur ça. Je poursuis. Madame Carrère, d'abord je rejoins sa démarche et sa méthode pour les travaux qui vont nous faire cheminer ensemble et dont les conclusions seront importantes pour nous. Je ne sais pas exactement quel sera le calendrier, mais y compris dans le moment de discussion budgétaire, ça peut être aussi un élément qui va éclairer nos travaux. Madame Carrère me posait la question expressément des caméras mobiles. J'ai précisé le chiffre. Il y en avait 2000 en 2017, il y en a 11 000 en 2020. Mais il faut avoir en tête que le taux de satisfaction, le taux de compréhension de l'utilité est extrêmement élevé. Chaque fois que je discute avec un policier ou un gendarme qui en est équipé, il trouve que c'est un outil qui a changé quand il en est équipé, la relation avec l'interlocuteur qui est face à lui. Par contre, le taux de satisfaction technique sur le matériel, je ne vais pas donner de marque, donc je peux le dire ainsi, n'est pas satisfaisant, pour utiliser un euphémisme. Encore hier, à Gennevilliers, des policiers de terrain qui me parlaient de leur expérience disaient qu'il arrivait trop régulièrement que les caméras piétonnes tombent en rate de batterie au bout de 20 minutes. Alors certes, elles n'ont pas vocation à être allumées tout le temps, mais 20 minutes d'autonomie, la difficulté de l'exploitation de l'image, etc., résultat, ça ne motive pas. Donc je souhaite qu'on revoie notre marché et que sur les caméras piétonnes, nous soyons beaucoup plus offensifs sur ce sujet. La question plus globale qui m'a été posée sur la réforme des inspections générales. Alors, peut-être on fera passer à la Commission les rapports de l'IGPN et de l'IGGN qui montrent en fait le volume des inspections qui sont conduites. En 2019, il y a eu 1560 enquêtes judiciaires qui ont été conduites par les deux inspections. Je l'ai dit quand j'ai annoncé ma volonté de faire évoluer le dispositif, l'IGPN comme l'IGGN sont deux institutions extrêmement craintes par nos forces, parce qu'elles font extrêmement bien leur travail. Je sais le débat public qui est posé aujourd'hui, où on explique que c'est scandaleux, ce sont des policiers qui font de la police judiciaire sur des policiers. Je ne sais pas ce qu'on me propose. Est-ce que c'est des gens qui vont être tirés au sort? Est-ce que c'est des associations qui vont faire de la police judiciaire? Je pense que c'est un métier. Et je pense même, et je l'ai déjà dit et je le redis, que le fait que ce sont justement des policiers, ça les rend peut-être encore plus sensibles quand ils doivent faire une enquête et qu'ils doivent constater qu'on leur ment ou qu'on leur a caché des choses. Et je le dis, dans la police, comme dans la gendarmerie, quand ils ont en face d'eux
les responsables de l'IGPN ou de l'IGN, ils sont d'un naturel plus inquiets parce qu'ils savent qu'ils font très bien leur travail. Il n'empêche que je mets de côté le judiciaire, qui ne me concerne pas, si ce n'est comme ministre de l'Intérieur, mais pas dans le pilotage. Sur l'administratif, la vision, quand le ministre sollicite une enquête administrative, la vision peut ne pas être satisfaisante. C'est ce qui s'est passé l'année dernière où nous avons saisi l'IGPN au moment de la disparition de Steve Maia-Caniço à Nantes. J'ai eu un rapport au mois de juillet qui m'a donné un éclairage complet sur la partie sur laquelle l'IGPN a travaillé. Or, il y avait une question plus globale de la gestion de l'ordre public. Et donc, j'ai ensuite saisi l'inspection générale de l'administration, et c'est sur la base de ces deux rapports que j'ai pu prendre un certain nombre de décisions que j'ai annoncées au mois de septembre, y compris de révision des méthodes d'intervention de nuit ou en bord de l'eau, et puis aussi des sujets de gestion de ressources humaines. La volonté, et je l'ai mise en œuvre déjà, l'arrêté a été publié, est que nous puissions avoir un collège des inspections, de sorte que l'inspection générale de l'administration, en administratif et pas en judiciaire, puisse se prononcer en utilisant les forces de l'IGPN ou de l'IGGN pour mener des enquêtes avec une vision plus globale. L'idée est qu'on puisse dépasser le cadre policier, du coup, pour les enquêtes administratives, avec ceux qui composent l'IGA, et j'ai souhaité élargir encore la composition de l'IGA, mais il y a dans l'IGA des magistrats, il y a des professions non de nos forces de sécurité intérieure, et donc ça permet un regard différent. L'idée, c'est d'avoir un collège qui, sur les cas les plus sensibles, puisse évoquer le dossier et travailler avec une approche différente de celle de policiers qui font une enquête sur des policiers ou des gendarmes qui font une enquête sur des gendarmes. Voilà la réforme que je veux porter, qui est mise en mouvement actuellement et qui sera opérationnelle dans peu de temps, pour faire en sorte qu'on puisse saisir l'IGA d'une commande spécifique et d'une approche beaucoup plus globale sur certains sujets dont on voit bien que l'imbrication implique d'avoir un regard, y compris sur la décision du préfet, par exemple, ou du ministère de l'Intérieur, quand on est sollicité sur des forces pour une manifestation d'ordre public, par exemple. Et donc, du coup, voilà. Sauf, évidemment, je le précise, sur le judiciaire, sur lequel ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a la main, et il n'est pas question, de ma part, et puis je pense de la part de personne, de solliciter cela. Troisième niveau de réponse. Même s'il y a une mauvaise publicité qui est faite à l'IGPN, et je le dis de façon injuste, la publicité qui est faite fait qu'aujourd'hui, notamment la plateforme de signalement ouverte au public est plus connue. Et je pense que quand ils ont un vrai doute, une vraie question, puissent poser cette question et puissent avoir une réponse. Or, ce n'est pas forcément évident d'aller à la gendarmerie de la commune pour en parler si on a un questionnement. Et donc, ces plateformes peuvent nous permettre, ou au commissariat, ces plateformes peuvent nous permettre d'agir aussi sur ce sujet. Enfin, je rappelle quand même que ces inspections font un travail d'inspection globale sur le mode de fonctionnement de notre système. Et notamment, avec le Premier ministre, on leur a mandaté pour faire un très important travail d'évaluation de l'accueil et de suivi des femmes victimes de violences sexuelles ou de violences tout court, avec des missions d'inspection inopinées dans des commissariats, dans des gendarmeries, avec des entretiens avec des femmes victimes pour voir si elles ont été accompagnées et bien accompagnées. Et globalement, au-delà même de ce sujet, qui est un sujet important, ils font aussi un travail d'interrogation de victimes qui ont été confrontées aux forces de sécurité intérieure, n'ont pas de problème avec les forces de sécurité intérieure, mais sur la qualité de l'accompagnement psychologique, méthodologique qui est mis en œuvre. C'est tout ça, les inspections. Et là encore, je crois qu'il est essentiel de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme hélas trop souvent les emballements médiatiques peuvent nous conduire. Merci, Monsieur le Ministre. Il va nous rester une petite demi-heure. Je vais proposer à nos collègues de prendre la parole. Ils vont vous poser des questions de manière aussi concise que possible, de sorte que nous puissions vous libérer comme convenu à 16 heures. Je crois que le verbe libérer est peut-être exagéré. Le ministre de l'Intérieur ne saurait être séquestré par la commission des lois du Sénat. Nous aurons donc Madame Jourda en visioconférence, Monsieur Hervé qui est présent ici, Madame Deromédy aussi, et Madame Mercier qui est en visioconférence. Je donne d'abord la parole à Madame Jourda.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous, bonjour à mes collègues et bonjour, Monsieur le Ministre. J'ai une question qui a trait, je crois, malheureusement à l'actualité judiciaire et qui est relative aux lanceurs de balles de défense, qui est une arme dite de force intermédiaire. Alors, c'est l'actualité judiciaire parce que vous savez que demain, à Bayonne, est jugé un policier qui est accusé d'avoir blessé une jeune femme par LBD. Mais c'est à une autre actualité judiciaire que je voulais faire référence, à une décision récente, il y a quelques semaines, du Conseil d'État, dans un procès qui opposait un fabricant d'armes à votre ministère et au ministère des Armées, procès à l'issue duquel il est apparu qu'un lanceur de balles de défense, à canon rayé, devait être classé dans la catégorie A, rubrique 2, quatrièmement de l'article R311-2 du Code de la sécurité intérieure, tandis que ces munitions étaient classées dans la catégorie A, rubrique 2, cinquièmement du même article. Or, cette arme, qui a fait l'objet d'un classement par le Conseil d'État, correspond à une arme similaire, qui est déjà utilisée dans les forces de police et de gendarmerie, mais cette arme ne bénéficie d'aucun classement, je le dis assez aisément, puisque c'est la réponse qui a été faite par votre ministère à la Commission d'accès des documents administratifs. Et quant aux munitions, eh bien, les munitions de cette arme qui est déjà utilisée par les forces de l'ordre bénéficient, elles, d'un classement moindre que celles qui ont été classées par le Conseil d'État, alors même qu'elles sont tout à fait similaires. Par ailleurs, cette arme a été classée dans la catégorie que j'ai indiquée parce qu'elle était, nous dit le Conseil d'État, spécifiquement destinée au maintien de l'ordre qu'on peut définir par rapport à l'article L211-Code de la sécurité intérieure. Or, la doctrine d'emploi du lanceur de balles de défense exclut le maintien de l'ordre tel que l'article que je viens d'indiquer le précise. Le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, a confirmé cette exclusion par une réponse qui a été faite à une question écrite à notre collègue Patricia Schillinger très récemment, puisque c'était en 2019. Enfin, je rappelle que le défenseur des droits a préconisé qu'il ne soit plus utilisé de lanceur de balles de défense pour le maintien de l'ordre. Et enfin, je rajouterais que, comme critère de dangerosité de l'arme qui a permis de classer cette arme en catégorie A, c'est-à-dire la catégorie la plus importante, le Conseil d'État a retenu le fait que le canon était rayé, ce qui permettrait une plus grande précision de tir, alors que d'une part, c'est l'imprécision du tir qui fait remettre en cause les lanceurs de balles de défense, et que d'autre part, le fait que le canon soit rayé, ce n'est pas un critère de classement. Alors, j'ai peut-être perdu beaucoup de monde en route, c'est possible, mais c'est qu'on se bat... Pas les chasseurs, en tout cas, chers collègues. Tout ça est extrêmement complexe. Et en réalité, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Du fait des polémiques qui entourent les lanceurs de balles de défense, qu'on connaît tous, ne croyez-vous pas que dans l'intérêt à la fois de la population, mais également des forces de l'ordre, il faudrait que le ministère de l'Intérieur prenne l'initiative de retravailler à la législation relative au classement des armes, et puis peut-être prenne l'initiative de modifier ces pratiques et choisissent des armes qui, conformément à la loi, fassent l'objet d'un classement? Je comprends, Madame Jourda, que le ministère de l'Intérieur utilise une arme qui n'a pas fait l'objet d'un classement et que le Conseil d'État est intervenu dans une décision récente pour considérer que ça n'était pas légal. Est-ce que c'est bien cela? Ce n'est pas tout à fait ça. Le Conseil d'État est intervenu sur un litige relatif à une autre arme similaire à celle qui est actuellement utilisée. Et à cette occasion, la CADA a été saisie pour que la décision de classement de cette arme actuellement utilisée soit communiquée. Et la réponse faite a été « il n'y a pas de décision de classement pour l'arme actuellement utilisée dans les forces de l'ordre ». Alors, ce qui vous inquiète, c'est qu'une arme qui n'a pas fait l'objet d'une décision de classement puisse être utilisée par les forces de l'ordre. Oui, je crois qu'il faut modifier cette pratique. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que la complexité de la législation que vous avez peut-être et de son application que vous avez peut-être comprise dans la longueur de ma question, à peu près incompréhensible d'ailleurs, devrait faire l'objet d'une intervention législative. Et le ministère de l'Intérieur devrait, à mon sens, en prendre l'initiative. Merci beaucoup, chers collègues, de cette question précise et très importante sur les armes utilisées par nos forces de sécurité. Monsieur Hervé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez conclu, Monsieur le Ministre, vos réponses sur la notion d'emballement médiatique. Et dans votre propos liminaire, il y a une question qui m'est venue tout de suite quand vous avez abordé la question de la réutilisation des images de caméras individuelles des policiers et des gendarmes pour, en tout cas je cite ce que j'ai compris de votre intervention, rétablir l'égalité des armes entre les policiers sur le terrain d'une part et des passants ou des personnes qui seraient amenées à filmer une situation donnée. D'abord, on doit constater que cet
cet usage se généralise. Et qu'on me rapportait pas plus tard qu'il y a quelques jours qu'à Annecy, alors que des policiers étaient en train de porter secours à une personne qui était tombée, eh bien une dame dans la rue filmait la situation en disant « on ne sait jamais, ça peut servir ». Cette logique de la délation ou de l'anticipation de la délation est un comportement de nos concitoyens qui a été amplifié par le confinement et qui démontre que dans notre pays, il y a encore des comportements qui sont mal intentionnés à l'égard de la force légitime. Et je rejoindrai l'ensemble des collègues dans le soutien qu'ils apportent aux forces de l'ordre en disant bien que, évidemment, ce genre de comportements ne doivent pas être tolérés, ils doivent être même combattus. Par contre, si vous demandiez aux législateurs de revenir sur le cadre juridique de l'utilisation de ces images, qui en théorie sont là pour apporter la force de la preuve dans le cadre d'une procédure pénale ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire interne à la police ou à la gendarmerie, si vous vouliez que ces images soient transmises aux mass médias et notamment aux chaînes de télévision qui diffusent en direct, alors à ce moment-là, nous changerions la nature de ces images et nous changerions même leur destination même. Je m'explique. Le procès n'aura plus lieu devant le tribunal ou chez le procureur de la République. La procédure disciplinaire n'aura plus lieu à l'IGPN ou dans la structure du même ordre au sein de la gendarmerie nationale. Le procès aura lieu dans la presse. Le procès aura lieu sur BFM. Et c'est cette évolution-là qui est une évolution extrêmement préoccupante. Et on vous aurez des émissions permanentes avec des commentateurs extrêmement experts qui viendront expertiser les images de monsieur ou madame Tartampion qui a filmé la chose dans la rue et les images de la police ou de la gendarmerie qui, par nature, auront la même valeur que les images qui sont utilisées actuellement. Et ça, moi, j'attire votre attention là-dessus, monsieur le ministre, parce que je pense que je comprends la logique qui est la vôtre. Je comprends et je pense qu'elle est fondée sur des bonnes intentions. Mais l'évolution législative qui consisterait à permettre que dans les quelques heures qui suivent un événement médiatisé, la police ou la gendarmerie communique aux médias des images, moi, me pose une vraie difficulté de fond et je pense que pour le coup, le remède serait bien pire que le mal. Donc j'aimerais bien qu'on puisse développer cette question-là. Évidemment, je pense que c'est une question extrêmement importante qui se pose à nous dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, chers collègues. Madame de Romédy. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je tiens à m'associer au soutien de nos forces de sécurité, police et gendarmerie. Et j'ai un petit commentaire d'abord et ensuite une question. Comme vous le dites, l'usage de la force est indispensable dans l'exercice des missions de nos forces de l'ordre. Bien entendu, ils n'ont pas l'intention de tuer les personnes qu'ils arrêtent, mais bien souvent leur vie est en danger et ils sont bien obligés de se défendre quand on n'hésite pas à les attaquer violemment, à mettre à feu leur voiture ou à les assassiner sauvagement. Il y a là un vrai problème de respect de l'autorité. Je pense que c'est une question d'éducation, c'est un problème majeur. Il faudrait peut-être envisager un enseignement sur le respect de l'autorité en général dans nos écoles et pas seulement dans les petites classes. Ma question, c'est autre chose. Vous avez parlé d'un groupe de travail qui apparemment a déjà été créé. Ce groupe de travail, est-ce qu'il s'adresse uniquement à la police nationale? Est-ce que la gendarmerie est incluse? Est-ce qu'il y a également le personnel surveillant pénitentiaire? Et est-ce qu'il vous paraît possible que nous ayons les conclusions de ce groupe de travail? Merci, Monsieur le Ministre. Évidemment, sur ce dernier point, c'est très important pour nous de pouvoir apprécier les réflexions qui sont conduites avant de proposer nos propres conclusions. Merci, chers collègues. Madame Mercier, elle est en visioconférence avec nous, notre collègue Marie Mercier. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je voudrais vous faire part d'une réflexion qui m'a été faite par un policier me faisant part de son mal-être et me disant finalement nous sommes des ouvriers d'État fiers de servir notre pays et nos concitoyens. Donc je pense que ce policier va apprécier les propos que vous avez tenus, Monsieur le Ministre, au début de cette audition. Je voudrais revenir un instant sur les différentes techniques d'intervention, mais surtout sur leurs conséquences qui peuvent être fâcheuses. Donc on comprend bien les armes, les clés. On a parlé de la clé d'étranglement, la clé de cou. On parle aussi évidemment des dangers du pistolet électrique, puisque c'est un choc électrique qui peut être
donner soit au contact, soit à distance, avec les inconvénients qui peuvent en découler. Donc je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous avez constaté d'un point de vue statistique une augmentation des incidents liés à ces techniques d'intervention, et plus généralement si le nombre de signalements à l'IGPN pour des violences policières, que celles-ci d'ailleurs soient réelles ou supposées, est en augmentation. Merci beaucoup, chers collègues, de ces questions très concises et précises. Et j'ai enfin Monsieur Yves De Treigne qui demandait la parole. Je la lui donne. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour vos explications. Excusez-moi d'être arrivé en retard. C'est pas tant une question qu'un témoignage que je veux vous livrer. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais il y a quelques années, moi j'ai eu l'occasion de faire un stage de 3 jours dans une caserne de gendarmerie. C'était des pelotons autoroutiers. C'est l'occasion de découvrir comment sont entraînées, comment sont équipées ces forces. Et je peux témoigner qu'on a dans la gendarmerie, c'était un peloton autoroutier, on a des gens parfaitement formés qui ont la tête sur les épaules et qui ne font pas n'importe quoi. Sauf qu'on connaît peu ces personnels de gendarmerie ou de police. La population ne les voit qu'à la télé à l'occasion d'une manifestation et on ne sait pas exactement ce que fait cette gendarmerie, cette police. C'est pas le monde civil. On voit effectivement un uniforme quand il y a une manifestation, mais on connaît pas. Et je pense que il serait utile pour l'édification de nos concitoyens sur leurs devoirs civiques, et bien qu'ils connaissent un peu mieux les forces de police et de gendarmerie. C'est la même chose aussi, mais c'est dans un autre domaine avec notre justice, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont pas des gens qui n'ont pas fait du droit, certes, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de droit. Hein. Ici, c'est une exception. Pour qui ça fait pas partie de la population normale. C'est des gens qui sont à côté de la société classique. Eh ben non, les gendarmes, les policiers, les gens qui sont en responsabilité pour le bon ordre de notre pays, je crois qu'ils doivent être connus et mieux connus qu'ils le sont aujourd'hui. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, c'est à vous. Alors, je vais tenter d'aborder les sujets dans l'ordre. Madame Jourdain me posait une question assez technique sur laquelle je vais porter des précisions pas techniques mais de méthode, et puis ensuite plus globalement sur l'usage du LBD. La question technique qui est posée porte sur la formalisation des décisions de classement ou de catégorisation de certaines armes. Ça relève au sein du ministère de l'Intérieur du service central des armes, et c'est lui qui est saisi de l'opportunité de se prononcer. Donc je vais l'interroger précisément sur la question qui m'a été posée par Madame Jourdain, et je vous communiquerai les réponses techniques sur lesquelles je serai éclairé. Je voudrais rebondir, vu qu'on parle du Conseil d'État, sur le fait que le Conseil d'État, à plusieurs reprises, mais je vais penser surtout à sa décision du 1er février 2019, avait été saisi du retrait du LBD par un certain nombre d'associations qui s'étaient mobilisées contre l'usage du LBD. Et le Conseil d'État a répondu de la façon très claire, selon laquelle l'usage de ce moyen de défense est strictement encadré et qu'il est rendu nécessaire par l'existence de violences ou d'atteintes aux biens. C'est ça la réalité. C'est la réalité presque chaque jour, chaque nuit, où il en est fait usage dans notre pays par nos forces de sécurité intérieure dans des moments de tension extrêmement forts qu'ils vivent, hélas, au quotidien. Et malgré ces tensions qui ne font qu'augmenter, nous le disions au début de nos propos, je vous rappelle que l'usage du LBD a beaucoup baissé en 2019. Moins 43% de tirs en France sur l'usage du LBD.
Et en matière de gestion d'ordre public, j'ai très tôt demandé que les tirs, sauf circonstances exceptionnelles, notamment liées à la légitime défense, les tirs de LBD soient systématiquement filmés. Il y a une doctrine différente entre gendarmerie et police nationale. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Il me paraît important qu'on ait une doctrine partagée. Je défends l'usage du LBD pour nos forces de sécurité intérieure, parce que je sais qu'elles sont formées pour, et je sais qu'elles savent aussi l'utiliser dans un cadre strictement nécessaire, immédiat et proportionné. Il peut arriver qu'il y ait des fautes. Ces fautes doivent ouvrir à des contrôles, doivent ouvrir à des enquêtes si on est en judiciaire, et il peut y avoir des décisions judiciaires. Je ne me prononce évidemment pas sur ce sujet-là. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon équipement et la bonne formation. Et les bonnes personnes bien équipées, bien formées, au bon endroit. Ce qui s'est passé, et je crois que nous avons l'occasion dans d'autres cadres d'en parler sur la gestion de l'ordre public dans les grands moments de tension que nous avons connus, c'est que nous avons été conduits aussi à mettre en défense de nos institutions et de la sécurité de notre pays des femmes et des hommes qui n'étaient pas forcément formés pour l'ordre public. Ce qui n'est pas la solution. Mais à un moment donné, il a fallu renforcer nos moyens d'intervention. C'est de cela dont on parle. Mais le LBD est une arme intermédiaire qui permet d'éviter le contact physique, qui permet d'éviter l'utilisation de techniques ou de moyens qui pourraient être plus dangereux. Et donc, il est essentiel que nous adaptions notre doctrine à cette réalité-là. Et donc, si je pense qu'il faut encadrer l'usage du LBD, comme je l'ai fait en demandant qu'il y ait les films qui puissent, les tirs qui puissent être filmés, je pense qu'il faut noter aussi que nos forces savent s'adapter. Je rappelle la baisse significative de 43%. Alors certains me disent oui, mais c'est parce qu'il y a eu les Gilets jaunes. Non, il y a eu 2 mois de Gilets jaunes en 2018. Il y a eu 6 mois de Gilets jaunes actifs et quelquefois violents en 2019. Et donc ça n'est pas lié à cela, c'est lié à la conscience aussi de nos forces d'user avec parcimonie de ces moyens de défense. Et je pense que c'est important d'avoir cela en tête. Voilà pour Madame Jourdain. Monsieur Hervé, je comprends le débat, vraiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une asymétrie injuste et que moi, mon rôle, c'est de défendre nos forces de sécurité intérieure. Parce que le procès, vous avez dit, il ne faut pas qu'il ait lieu dans la presse, mais il a déjà lieu dans la presse. Et puis dans d'autres formes de presse, celle des réseaux sociaux, où la moindre image tronquée, découpée, peut faire 1,5 million, 2 millions, 3 millions de vues. Et peut marquer l'opinion publique, et peut laisser penser que les forces de sécurité intérieure auraient fauté. On sait tous comment une vidéo, si elle est seule, et j'ai en tête des vidéos qui ont circulé la semaine dernière d'ailleurs, si elle était seule, on mettrait en cause les forces de sécurité intérieure. Pourtant, pour des interpellations dont techniquement elles relèvent vraiment de la doctrine de l'interpellation, et pourtant on sait que le procès aurait lieu. Donc la symétrie, elle existe. Ce que je souhaite, c'est tout en, vous avez raison, en protégeant évidemment le droit à l'image, on se pose aussi la question de protéger nos forces de sécurité intérieure dans cette asymétrie. Le 3 janvier, en début d'année, il y a eu un attentat terroriste à Villejuif. Les premières images que j'ai vues, moi, comme ministre de l'Intérieur, de cet attentat, c'est quelqu'un qui filmait l'intervention de nos forces de sécurité intérieure pour neutraliser l'auteur de l'attentat terroriste qui venait de tuer une personne et qui voulait poignarder d'autres personnes, qui venait juste de tenter de poignarder une dame qui faisait son jogging à ce moment-là. Les premières images que j'ai vues, c'est violence policière. Et on voyait nos forces intervenir pour neutraliser l'auteur de l'attentat terroriste. Hashtag violence policière. Ce sont les premières images que j'ai vues, moi, ministre de l'Intérieur, sur tous les réseaux sociaux. J'ai eu les formations, évidemment, avant, mais sans images. Et cette asymétrie-là, elle doit nous interroger. Donc il faut trouver ce point d'équilibre. Vous avez formalisé cela en disant c'est un sujet d'équilibre. Je le partage. Mais je ne veux pas qu'on accepte l'idée de dire certains ont tous les droits, y compris de tronquer, de tricher. Et je ne suis pas favorable à l'interdiction de filmer. Je pense, par exemple, qu'on pourrait préserver l'identité. Ça, c'est un débat qu'on peut ouvrir. Mais je ne suis pas favorable à dire qu'il faut interdire de filmer. Dans le contexte, je pense que ce serait une erreur de poser le débat comme cela. Mais à l'inverse, je pense que nous devons aussi, à nos forces de sécurité intérieure, d'avoir le moyen de se défendre face au procès public qui leur est fait de façon trop systématique. Mais il faut trouver ce point d'équilibre, et je vous rejoins vraiment là-dessus. Madame de Romilly, vous m'avez interrogé sur le groupe de travail. Il y a 2 sujets. Il y a d'abord les conclusions de ce groupe de travail, pas de difficulté pour le rendre public. Et puis il y a le rapport qui m'a été rendu par le DGPN et le DGGN sur les techniques d'intervention. Je sais que vous les rencontrerez, et je pense qu'ils auront l'occasion de vous présenter les conclusions de ce rapport qui donnera cet éclairage du travail
travail qui a été fait pendant les 5 premiers mois de cette année et qui pourront évoquer, parce que c'est au sein de la DGPN que ce groupe de travail sera animé, donc le DGPN pourra évoquer le calendrier, les méthodes de travail de ce groupe de travail. S'il me demande l'autorisation de rendre public cela auprès du Sénat, pour moi, il n'y a aucune difficulté. Ce n'est pas un document qui a vocation à être classifié, et même s'il était classifié, je pourrais en informer certains membres de votre commission. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. Madame Mercier, ce policier qui a utilisé ces beaux mots d'ouvrier d'État. Moi, je trouve que ce sont deux très beaux mots. D'abord parce que c'est l'État, et puis ouvrier, c'est un beau mot aussi. Mais ça montre aussi toute la misère, parce qu'on sait bien que derrière ce mot d'ouvrier, on pense à la misère et à la difficulté de l'action quotidienne. Et il a rajouté ce policier fier de servir. Je trouve que dans cette phrase « ouvrier d'État fier de servir », il y a tout le sens de l'engagement des policiers et des gendarmes. J'étais ce matin à Melun avec des gendarmes, des futurs officiers qui auront des responsabilités importantes dans notre pays, qui sont encore à l'école. Il faut voir que quand vous échangez avec eux, mais vous le savez aussi bien que moi, aucun n'a cherché un métier. Tous ont cherché à se servir. Je serai demain dans une école de commissaires et d'officiers. Et je sais que j'entendrai la même chose. Ce besoin, cette envie, cet engagement qui porte un sens. Le problème, c'est que quand ils sont jetés à l'opprobre public, quand ils sont soumis à l'instrumentalisation et à la folie de l'image, quand ils sont dénoncés sans cesse, et quand ils sont victimes d'une société de plus en plus violente, où le respect n'est plus parmi les considérants d'un rapport humain, effectivement, c'est beaucoup plus dur. L'enseignant l'a vécu, et on sait aussi la crise que ça peut provoquer. Les élus, le maire, le vit aussi avec la banalisation des violences. Et ceux qui incarnent la République, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, aujourd'hui en font aussi les frais par la banalisation de toutes les formes d'agression. Donc oui, il nous faut défendre cet ouvrier d'État fier de servir. Et ils sont 250 000. 250 000 en France à porter cette ambition-là, cette exigence-là. Comme je suis ministre de l'Intérieur, je pense aussi à nos pompiers professionnels, volontaires, tous ceux qui incarnent cette République. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les violences urbaines dont on parle, ce ne sont pas seulement les forces de sécurité intérieure. Certains veulent faire le procès des forces de sécurité intérieure. Certains voudraient les désarmer totalement et certains voudraient même supprimer la police dans notre pays. Mais parce qu'ils n'aiment pas la République et qu'ils veulent l'atteindre. Mais la réalité, c'est que les violences contre les pompiers, elles sont réelles aussi. Et il nous faut, nous, forces de sécurité intérieure, venir protéger les pompiers pendant... Et au fond, c'est la remise en cause de toutes les institutions. Et évidemment, ils sont en première ligne. Nous sommes derrière eux, mais ils sont, eux, en première ligne. Donc il nous faut effectivement les accompagner. Et Madame Mercier, vous m'avez posé la question dans l'inspection de savoir si on avait une augmentation des blessés ou des décès liés à l'usage de la force et des saisines de l'inspection. Alors, si on regarde les décès imputables à l'usage de la force, sur les décès imputables à l'usage de la force, depuis 2014, on a 8 cas qui ont été identifiés en police et en gendarmerie. 2 des cas, d'ailleurs, qui sont identifiés, mais en judiciaire, et donc sur lesquels ça n'est pas abouti, sont des cas dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. On sait que ce sont des procédures longues. 2 ont été clôturés et 2 ont abouti à écarter la responsabilité des policiers ou des gendarmes. Et 6 sont des enquêtes judiciaires qui sont toujours en cours et qui durent plusieurs années, compte tenu de la technicité, de la complexité. Je ne vais pas me prononcer d'ailleurs sur la durée, mais des enquêtes qui sont nécessaires. Mais il faut qu'une enquête, tout le monde, quand il y a une personne qui décède, a le droit légitime de demander l'enquête. Par contre, personne n'a le droit de s'arroger, de parler au nom de la justice et de prétendre qu'une décision, si elle ne vous convient pas, serait une décision qui ne respecterait pas la justice. La justice, elle est donnée par des magistrats dans notre pays. Ce qui fait la différence entre une démocratie et un pays qui n'est pas démocratique. Et je pense qu'il faut respecter la justice, y compris dans son rythme, mais y compris dans la sagesse de ses décisions, même quand on les conteste. Il arrive que des policiers, il arrive que le ministère de l'Intérieur, sur telle ou telle décision, trouve qu'elle n'est pas adaptée à la situation, que certains éléments de contexte n'ont pas été pris en compte. Mais notre responsabilité, c'est de soutenir cette décision de justice, même quand on ne l'aime pas. Et on n'a pas à avoir cette émotion-là quand on parle de justice. Mais c'est ce qui fait la forme de notre démocratie et nous devons la défendre. Et je conteste ceux qui, en réalité, inventent leur propre justice pour détruire notre système, au fond, notre système démocratique. Et vous avez, Madame Mercier,
vous m'avez interrogé donc du coup sur les formes de violence. Ce que je peux vous dire, c'est un indicateur, c'est que l'année dernière, les 2 inspections générales ont été saisies de 899 cas allégués de violences policières sur lesquels ils mènent une enquête. Et s'il y a des éléments, ils les transmettent aux autorités judiciaires à chaque fois qu'ils considèrent qu'il y a des éléments qui permettent de caractériser des violences policières. Mais j'ai en tête que pendant le confinement, certaines personnes ont contesté l'idée même des contrôles au nom de la liberté d'aller et venir. Bon, dans ce cas-là, ça fait partie de ces chiffres. Donc il est important d'avoir en tête que les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, ni même leur évolution. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme fait qu'aujourd'hui, on va plus facilement signaler un cas, tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait une aggravation de la situation. Et vous avez dit, Madame Mercier, qu'au fond, il y avait peu de cas, parce qu'il s'entraînait et que c'était lié à cette formation. Et M. Detraigne a rebondi sur la qualité de la formation. Elle est essentielle, mais ce que je vois, c'est qu'en réalité, la formation continue, elle, du fait de la pression sur les effectifs, n'est pas toujours considérée comme une priorité. Elle doit être considérée comme une priorité. Et enfin, Monsieur le sénateur Detraigne, vous avez évoqué ce qui devrait être d'évidence, mieux connaître nos forces de sécurité intérieure. Il y a les journées de la sécurité intérieure, généralement c'est mi-octobre, sur tout le territoire national. Elles sont pilotées par les préfets et donc nous devons nous prononcer sur la date et sur son organisation cette année en fonction des conditions sanitaires que nous connaîtrons. Mais je crois qu'il est important d'aller sur ces sujets-là de connaissance, de partage. Et on pousse des initiatives qui sont plutôt intéressantes et qui devraient être généralisées. L'accueil des élèves de 3e en stage au sein de la police ou de la gendarmerie, les cadets, le dispositif des cadets qui est particulièrement pertinent aussi, qui permet de voir et de donner envie ensuite de rejoindre nos forces de sécurité intérieure. Et puis la réserve, qui est aussi une façon de mieux faire comprendre, mais de renforcer aussi nos effectifs sur ces dispositifs-là. Je crois que c'est important effectivement de faire en sorte que dès le plus jeune âge, on puisse voir aussi que la police, par nature, elle est bienveillante. Parce que assurer la sécurité des Français, c'est être bienveillant avec les Français. Eh bien, Monsieur le Ministre, ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à toutes nos questions et de l'ensemble des réponses que vous nous avez données. La séance est donc levée. Je vous remercie.